Petscop 12 est sorti le 4 janvier 2018. L'épisode commence dans la Quitters Room. On y voit un joueur en mode démo se déplacer. Et alors que le joueur jouait normalement, il est téléporté à l'entrée de la Quitters Room et on peut voir que le reflet dans le miroir a un sprite de joueur normal avec une pyramide à la place de la tête au lieu de l'habituel visage noir et blanc. Le fait que le joueur se fasse téléporter est explicable par une chose. Si vous observez le joueur à la tête de pyramide, il a les mêmes déplacements que Paul dans Petscop 10 à la frame près, impliquant donc que le jeu est maintenant suivi du point de vue du personnage noir et blanc, et que de son point de vue, le personnage de Paul a une tête de pyramide. La téléportation voudrait donc dire qu'au moment où Paul est rentré, le code du miroir s'est lancé et le joueur derrière le personnage blanc ne pouvait plus contrôler son personnage. Le personnage noir et blanc serait donc un personnage à part entière et possède son propre point de vue dans le jeu où les autres personnages auront un autre visage. À ce moment précis, quand Paul quitte la salle dans Petscop 10, on peut voir que le personnage de la démo quitte aussi et semble rentrer en collision avec le sprite de Paul. Juste après cette collision, la synchro des mouvements s'arrête complètement, indiquant que le personnage de la Quitters Room est enfin sorti de celle-ci. Or, souvenez-vous, dans la partie 1, on avait conclu que l'état des portes de la salle d'Ember influait sur la capacité d'entrer et de sortir de la Quitters Room. Cela voudrait dire que les actions de Paul ont permis de libérer ce personnage. On voit qu'elle était en effet bloquée dans la Quitters Room car elle ne possède aucune pièce. Après quelques mouvements, un texte apparaît avec un petit bruitage. Il dit « Bonjour Belle, tu es libre. J'ai laissé ces messages pour toi, au cas où tu aurais été sauvé. Donc lorsque tu te baladeras, à la recherche de quelque chose à faire, je viendrai de façon périodique. Je serai parti de tes cheveux pour toujours et à jamais. » Ok, au-delà de ce message bizarre à la fin avec les cheveux, on a maintenant l'info et un nouveau personnage. Le joueur avec ce sprite du point de vue de Paul est Belle. Belle, un personnage qui jusqu'à maintenant n'avait toujours pas été mentionné. Également, notons quelque chose, le mot Belle est écrit de la même couleur que Tiara, indiquant probablement qu'il s'agit de la même personne. La vidéo cut sur Belle découvrant la tombe de Mike. Elle quitte sa tombe et un texte apparaît à nouveau disant « Vous jouez à Petscop non-stop depuis une durée de 553 758 221 secondes, soit 153 822 heures, ce qui correspond à 17 ans, et si on soustrait la date de sortie de Petscop 10, soit la probable période où a été enregistré ceci, étant donné que le début indique que ça se passe en même temps que le gameplay de Paul dans Petscop 10, cela indiquerait que Belle serait en train de jouer au jeu, ou du moins qu'elle aurait laissé le jeu jouer pendant 17 ans, soit depuis l'an 2000. Ou alors c'est juste un moyen de dire que Belle a été bloquée depuis 2000 quelque part, ou qu'elle a été enfermée, que ce soit physiquement ou métaphoriquement pendant 17 ans, et qu'elle vient seulement de s'échapper. Le message continue. « Ça m'a l'air douteux, qu'en penses-tu » Belle sort du jardin de Mike, va dans le couloir avec la librairie d'enfants et un nouveau message apparaît. « Tu es toujours assis sur une chaise ? Peux-tu toujours regarder toute la pièce ? Y a-t-il toujours une pièce ?» Il est probable que Rainer ou un autre gars ayant développé sur Petscop aurait été responsable de l'enfermement de Belle. Ça m'étonnerait que ce soit Rainer parce que il s'est suicidé en 2000 en fait. Et donc enfermer quelqu'un en 2000 alors qu'il s'est suicidé, ça m'a l'air assez improbable. Après, notre théorie du suicide de Rainer peut toujours être fausse. Mais on verra pourquoi plus tard ce n'est pas vraiment le cas. Belle continue à découvrir les lieux, puis un nouveau message arrive. Voilà les librairies d'enfants. Tu n'es pas de la famille, donc je n'ai pas ajouté tes caractéristiques faciales au système de visage. Ça veut dire que je n'ai pas ajouté tes yeux, ou tes sourcils, ou ton nez. Ça ne se voit pas, mais c'est ultra important. Tous les gens ayant une pièce dans la librairie d'enfants sont de la même famille. Belle n'en fait pas partie. Elle n'a pas de pièce pour elle. Donc Kerr, l'ami de Marvin qui a disparu dans le moulin, Mike et possiblement Paul seraient de la même famille. Et la personne qui a enfermé Belle aurait donc potentiellement aussi été dans cette famille. Belle remonte vers le New Maker Plane. Elle croise Marvin. Soudain, un message apparaît. « Ne te perds pas ». Belle suit Marvin et attend devant lui avant de le quitter. Apparaît alors un message. « Joyeux anniversaire, Belle ». La vidéo coupe juste avant qu'on puisse lire la suite des messages. Une nouvelle boîte de texte arrive un peu plus tard. « Je t'appelle Belle car c'est qui tu es. Tu dois être confuse quant à ce qui s'est passé. J'étais un peu pressé avant, j'ai commencé à t'appeler Tiara prématurément. J'ai créé un espace dans le menu pour toi, toujours inutilisé. » Référence à cet espace dans l'onglet Pets. Ensuite, je t'ai mis dans la machine, et j'ai joué le second mouvement du septuor de Stravinsky avec les aiguilles.
Je l'ai mal joué, mais ça aurait pu aller. Si tu n'avais pas abandonné au milieu, tu aurais été Tiara. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé et maintenant je ne suis plus là. Encore une fois, la série vient de lâcher une putain de bombe. Belle aurait dû être Tiara. Donc revenons à toutes les mentions de ce personnage. Tiara dit que les jeunes gens peuvent être endommagés psychologiquement au-delà du rebirthing dans Petscop 3. Donc l'idée que Belle devait devenir Tiara mais que ça a foiré serait donc une tentative ratée de rebirthing qui n'aurait pas marché sur Belle. Ce serait donc pour ça que Belle ne fait pas partie de la famille et ne mérite pas sa place dans la librairie d'enfants. Ce serait donc potentiellement un personnage qui aurait été adopté par cette famille. Concernant la question de qui l'a enfermé pendant autant de temps, que ce soit de manière métaphorique ou physique, je pense que c'est Marvin, mais encore une fois c'est que de la spéculation qui n'est donnée que par deux arguments très faibles. Déjà dans un premier temps, les textes semblent être très émotionnellement manipulateurs, ceux qui sont adressés directement à Belle, mais également il y a la mention du fait de jouer le Septuor de Stravinsky, qui semble être très lié à Marvin étant donné que c'est lui qui possède le Needles piano, et également que c'est lui qui semble être un professeur de musique. Marvin aurait donc participé à la création de Petscop, ou alors il aurait récupéré le jeu et aurait mis ce passage pour Belle. Selon Tool, Tiara est un enfant Petscop très intelligent, et la réponse « Je ne suis pas Tiara à Remember Being Born » dans Petscop 5 indique donc bien que Belle aurait donc reçu une très dure expérimentation de rebirthing. C'est peut-être ça son enfermement. Tout le monde sur le subreddit Petscop est certain que Belle joue cette partie-là, car sa manière de jouer diffère énormément de celle de Paul. Elle ne cherche pas tous les secrets et à attraper toutes les pièces. J'espère que vous n'êtes pas perdus, parce que le personnage de Belle va être excessivement important d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Continuons. Cette partie-là est ultra importante. Juste au cas où, je mets ça là. Mais à ce moment, la description de la chaîne a changé en « Paul va bien. Son travail porte ses fruits et il y aura une vidéo de compilation de ses tentatives. Il apprécie que les gens se soucient de lui. » De quelle tentative ? On verra. La vidéo commence en mode démo. Le joueur pousse le seau qui était dans la maison et le sort de la maison en question. Et là, Paul parle. Looks like we finally made some progress. Paul parle. Alors qu'on est en mode démo. Voilà pourquoi je pense que le mode démo n'est absolument pas un mode démo, que ce n'est pas le jeu qui joue par lui-même. Et je pense savoir pourquoi en mode démo, Paul semble pouvoir jouer en real time. Mais là par contre, il va falloir finir cette vidéo pour que vous compreniez. Inquiétez-vous un peu car il se passe quelque chose de très grave dans la série là. Enfin du moins, c'est ce que la communauté pense. Les vidéos en mode démo sont des enregistrements réalisés directement de manière interne à la console. Je pose ça là et on garde. Paul prend le seau et va l'amener sur la route en disant que ça a peut-être un rapport avec un certain Tool bleu qui serait sur la route. Il remarque une énigme avec ce fameux objet Tool bleu qui est au milieu de la route qu'il essaye de résoudre. Vous voyez, le Tool bleu se bloque avec le seau et il suit les mouvements de Paul qui n'arrive pas à l'attraper. Paul, en poussant le seau, tombe sur ce bloc blanc. Il est lié à la salle de Roneth dans le jeu de surface. Vous savez, l'animal que Paul n'arrivait toujours pas à rattraper. Paul résout l'énigme. Le Tool bleu devient noir en tombant dans le seau, car finalement il y avait de la peinture noire dans le seau. Paul pousse le seau avec Tool noir dedans et le ramène dans la maison. Il arrive dans la partie de la pièce avec les pièces glitchées. Le Black Tool interagit avec elle comme il s'était passé avec le Tool blanc dans le moulin et reçoit 15 pièces révélant deux objets qui étaient couverts par les pièces, une enceinte et une sorte de miroir ou un filtre anti-pop, je sais pas trop. La vidéo reprend sur Paul dans le jeu de surface, toujours en démo. Paul précise bien que c'est une autre sauvegarde. Au lieu de capturer Wavy et Randis, il prend le seau et l'amène dans la salle de Roneth, et essaye de l'attraper comme il a attrapé le Blue Tool dans le jeu caché. Ça marche et il attrape Roneth. Il va regarder dans le menu de description, et voici la description de Roneth. Roneth est le bébé demi-frère de Toneth. Comme il est plus jeune, il a la possibilité de tirer des leçons de toutes les erreurs de Toneth. C'est pour ça qu'il regarde toujours des deux côtés. Cette phrase signifie donc que le demi-frère de Roneth, représenté par Toneth, se serait fait renverser par une voiture. Or, dans la description de Toneth, il y avait des références à un chien et également à Mike. Alors du coup, on sait pas trop si c'est Mike ou si c'est le chien en question qui se serait fait renverser. J'ai ma petite idée sur le sujet, mais on en parlera à la toute fin. Il n'a pas trop de problème. Tu n'auras pas besoin de t'en occuper tout le temps. Il va bien. La vidéo coupe et reprend sur Paul dans la salle d'Amber. Il commence en disant...
Et il s'apprête en fait du coup à attraper Amber après avoir attrapé tous les autres animaux de l'Evencare. Et là, attention, je vais vous dire quelque chose car nous avons en face de nous le début d'une explication au pourquoi du comment Paul joue alors qu'on voit le mode démo s'afficher. Je pense que le mode démo, comme beaucoup de gens dans la communauté, correspond à un système dans le jeu permettant de rejouer des enregistrements faits dans le passé, en les rejoignant directement dans le moteur du jeu. Je pense que ce n'est pas Paul qui a enregistré cette vidéo. Quelqu'un l'enregistrait dans le jeu et enregistrait Paul. Pourquoi? Vous allez comprendre. La réponse est dans les sous-titres YouTube de la vidéo. Une fois tous les animaux capturés, un message apparaît. Bravo, tu as attrapé tous les animaux dans l'Evencare, à l'exception de Toneth qui n'est pas encore là. Tu as tout vu dans le jeu pour l'instant, mais évidemment il y aura plus. C'est un organisme grandissant. On entend à ce moment-là le bruit d'une voiture qui passe au loin. Les inputs de ta manette seront utiles, mais les retours seront encore plus utiles. Ce qui signifie que le jeu enregistre constamment les inputs qui ont été réalisés par le joueur. C'est donc ça les enregistrements de la démo. Et à ce moment, Paul lâche la manette et se met à taper quelque chose. Un message apparaît. S'il te plaît, laisse la PlayStation allumée quand tu pars. Tu peux te lever maintenant. Paul se redéplace et on entend l'ouverture d'une porte puis sa fermeture. Ok, maintenant que nous disent les sous-titres de la vidéo? Les sous-titres décrivent les bruitages comme Paul tape sur la vitre, puis une porte de voiture s'ouvre, la porte de voiture se ferme. Je pense très sincèrement que Paul est forcé à jouer à Petscop dans une voiture dans laquelle il est enfermé. Quand il a fini de faire ce qu'il était censé faire, il tape sur la vitre comme s'il voulait qu'on vienne l'aider. Quand la porte s'ouvre, on entend des voitures au loin, comme si on venait d'ouvrir une porte et qu'on entendait logiquement ce qui se passe à l'extérieur. Puis quand elle se ferme, Paul ne dit rien, mais on l'entend déglutir, indiquant que malgré l'ouverture, Paul ne serait pas sorti. Quelqu'un est soit rentré dans la voiture pour voir le jeu et voir si Paul avait fait ce qu'il devait faire, soit quelqu'un est rentré dans la voiture et n'a rien dit, Paul se taisant de peur. Aussi cela justifierait la méthode d'enregistrement. On enregistre l'audio et on enregistre avec le jeu lui-même pour pouvoir le réémuler plus tard et que Paul ne se sente pas enregistré. Bien évidemment il doit manquer des pièces et ça peut sembler gros. Donc attendons plus de preuves. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui arrivent. Quelque chose de grave se passe et les gens qui possèdent la chaîne sont en train de maltraiter Paul. Petscop 14 est sorti le 17 juillet 2018. La vidéo commence avec un écran vert en mode démo, indiquant probablement que nous regardons un enregistrement d'un gameplay de Marvin. La vidéo coupe et reprend dans une chambre. Il y a un lit vert à droite et un lit bleu à gauche. Si on se réfère à la théorie des couleurs, on se souvient que nous avions théorisé que Marvin était en couple avec quiconque est associé à la couleur bleue. Nous en avons ici encore une confirmation. Nous sommes donc dans la chambre des parents de Care. Le gameplay continue et le joueur, qu'on imagine être Marvin, va regarder le moulin sur la table de nuit. Ce moulin a complètement disparu. Voilà une énigme similaire pour toi, Marvin. On a donc la confirmation que Marvin joue ou qu'à la limite ce convoi est destiné pour Marvin. Il y a deux images d'une porte. Dans la première, la porte est fermée. Dans la deuxième image, la porte est ouverte. Personne n'a ouvert la porte. La porte ne s'est pas ouverte par elle-même. La porte, en fait, ne s'est jamais ouverte. Que s'est-il passé? Il a été mis en réalisation plus tôt que Marvin n'est probablement pas innocent dans la disparition du moulin et de son ami avec qui il y était allé. Et ce texte semble faire une sorte de métaphore montrant que quiconque est derrière le jeu veut faire comprendre qu'il sait plus qu'il n'y paraît. Le personnage semble ensuite essayer de rentrer dans le lit vert mais échoue. Et nous amène sur l'une des parties les plus bizarres et les plus difficiles à comprendre. En fait, c'est pas que c'est difficile à comprendre, mais c'est que c'est difficile à expliquer. Je vais juste essayer de faire une sorte de description globale de ce qui se passe dans ce moment. L'idée serait donc que Paul aurait vu l'enregistrement démo qu'on vient de voir avec Marvin et tout, et que donc il sait à quoi ressemble la chambre en question. Il rentre à travers une porte fermée, mais on nous montre en superposition un enregistrement démo avec exactement les mêmes inputs, où là par contre, Paul arrive à rentrer dans la chambre. Cela signifie que l'enregistrement démo permet de voir certaines choses que le joueur lui-même ne peut pas voir. Pour expliquer plus clairement, regardez ce début avant qu'il rentre dans la chambre en question. Vous pouvez voir que lorsqu'il n'y a pas le bouton démo qui clignote au-dessus, la porte est fermée. En revanche, quand on passe à un mode démo, la porte est ouverte. Pendant l'intégralité du gameplay,
Paul parle comme s'il ne voyait pas ce qu'il y avait dans la chambre, ce qui montre que l'enregistrement démo est bel et bien quelque chose qui permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir lorsqu'on joue, mais qu'on peut voir après enregistrement. Voilà, j'espère que vous avez compris, mais dites-vous que si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, essayez juste de vous focuser sur ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre. La scène s'ensuit où Paul essaye donc du coup à l'aveuglette de découvrir la pièce en question. À droite avant il y avait un moulin, maintenant il n'y a même plus de table où il y avait le moulin en fait. Et quand Paul à gauche essaye d'interagir, il s'attend lui à ce qu'il y ait une boîte de texte, mais en réalité, pas du tout, il y a ça qui apparaît à la place. Et là, Paul, il part un peu en couille. We don't really care too much about, so we're gonna press X a bunch of times to get through all the text. But we can look at it later. Vous avez pas l'impression que depuis le dernier épisode, il agit un peu bizarrement? Je sais que je vous montre finalement assez peu d'extraits de la voix de Paul, etc. Là, ça va devenir clair que Paul n'est clairement pas du tout dans son état normal. Après avoir expliqué qu'au lieu d'un texte qu'il aurait pu passer, il peut également y avoir eu complètement autre chose, ce qui est le cas en fait, il est toujours bloqué sur cette image d'un disque dans un cadre, il se décide à presser des boutons de manière chaotique et aléatoire. Et il dit quelque chose d'alarmant. Thinking, you know, I'm thinking I'm being really productive right now. I think I'm definitely being really productive. L'ironie dans cette phrase est involontaire. Paul n'est pas dans son état normal et ça devient clair. Il semble parler à son chat ensuite. Cat, what are you doing? Stupid. No. Yeah. Il siffle ensuite le septueur de Stravinsky. Et il dit « J'ai joué beaucoup trop à ce jeu de merde ». Il frappe sa manette. Ok, là je pense que c'est clair, soit il devient fou, soit il est drogué. Les deux idées se valent, mais une est plus vraie que l'autre. Je vous dirai pourquoi après. Également quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais il a lâché une bombe littérale quand il parlait en marchant à l'aveuglette dans la chambre. Là. I'm in the room. I happen to know what this room looks like because I saw it in a demo recording just today. And you can see it too. I assume it will be up on the family YouTube. Les gens possédant la chaîne YouTube sont donc la famille de Paul. Les gens qui l'enferment probablement sont de la famille. C'est sa famille qui est responsable de tout ce bordel. Et connaissant tout l'environnement de famille qui est présenté à travers Petscop, qui a l'air d'impliquer beaucoup de mauvais traitements, de négligence, je pense qu'on est en face d'un autre délire de cette famille dysfonctionnelle. Et j'ai ma petite idée de ce que ça pourrait être. Ensuite, Paul essaye de mieux regarder les images du disque. Il semblerait donc qu'entre-temps, il a regardé l'enregistrement démo de ce qu'il venait de faire et qu'il a maintenant une meilleure idée de ce qu'il réalise. Il regarde chacun des disques et il tombe sur celui du milieu qui fait un bruit différent des autres. La vidéo coupe expliquant que Paul en est à sa 6e tentative. Tentative de quoi? On ne sait pas. Sa tentative consiste à pousser le seau dans la chambre. Il pousse le seau et le démo recording montre qu'il a réussi sa tentative. Mais maintenant il est perdu et il sait pas trop quoi faire. Ça coupe, on est maintenant à la tentative numéro 22. Paul a l'air dans un état encore une fois un peu à l'ouest. 22. Il rentre dans la chambre et va vers l'endroit censuré. Le seau se téléporte à ses côtés et semble lui permettre de repeindre les murs en noir. Je vous avais dit qu'il y avait une histoire de repeindre les murs. Avant ça, les murs étaient légèrement verts, ce qui semble dire que littéralement, on efface les traces de Marvin. Il repeint notamment le truc censuré et obtient en récompense une clé. On le voit ensuite dans l'enregistrement sortir de la chambre, tenter une manœuvre pour le mener à la pièce dans laquelle Marvin avait disparu. La clé semble marcher, il entre dans la pièce et l'écran est complètement noir. On entend cette musique pendant l'écran noir. Elle nous rappelle celle-ci d'ailleurs, dans un épisode précédent. Vous saviez, avec ce cadeau bizarre. La vidéo coupe ensuite sur l'écran de lancement du jeu, sauf que cette fois-ci, le logo de Garalina est tourné. On entend la musique de l'écran titre se finir et soudain, Paul arrive. Les sous-titres disent qu'il repositionne son microphone, et semble dire que la vidéo a coupé depuis quelques minutes. Il appuie sur Start et on remarque que ses sauvegardes ont été supprimées, à l'exception d'une qui a été remplacée par une save nommée Strange Situation. Paul semble un peu saoulé qu'elle se soit fait supprimer et ouvre la save. Beaucoup de gens pensent que Strange Situation est une référence à une technique de thérapie comportementale du même nom, qui permet de catégoriser des enfants entre quelques mois et 9 ans selon des types en fonction de leur réaction à la rencontre d'inconnus. Il l'ouvre et se retrouve sur la route près de la maison.
La caméra ne le suit pas et semble déterminée à lui inviter d'entrer à la maison. On voit 3 panneaux, un indiquant la direction de la maison, un autre avec un gâteau et des ballons, et un avec l'image de Ker. Donc il y aurait une fête d'anniversaire pour Ker. C'est cool, non? Le sprite de Paul possède un chapeau d'anniversaire avec un ballon jaune qui le suit, indiquant qu'il représente Ker selon la théorie des couleurs. En rentrant, un texte bleu apparaît, indiquant que c'est la mère de Ker qui parle à sa fille. Tu as réussi, joyeux anniversaire. Pourquoi couvres-tu ton visage? Oh. Le « oh » semblerait dire que Ker a montré son visage et que sa mère aurait vu quelque chose d'imprévu. Le salon a une table sur laquelle il y a un gâteau, dont une part a été mise sur une autre table. En dessous du gâteau, il y a 6 cadeaux sous la forme d'un triangle. En arrière-plan, il y a les symboles de la salle de Wavy et Rendis, et sous la part de gâteau, il y a des dessins de Tool Bleu. On continue le dialogue qui avait commencé plus tôt. Bien sûr que je te reconnais. Ses yeux, ce nez, c'est toujours toi. Si on se réfère à la librairie d'enfants, Ker a le même nœud et les mêmes yeux, mais pense que sa mère ne le reconnaîtrait pas. Parce que je vous rappelle, un texte disait que Ker ne pouvait pas faire pousser de sourcils. Ça veut dire que Ker pensait que sa mère n'allait pas la reconnaître parce qu'elle avait des sourcils? On va garder ça en tête parce que c'est hyper important. Mais néanmoins, Ker a l'air d'être dans un état de traumatisme et de haine envers elle-même très élevé. Elle est donc probablement en mode NLM, étant donné qu'il a été fait référence au fait de couvrir son visage. Paul va voir ensuite la part de gâteau. Viens et prends une part. Oh, ne t'inquiète pas de ça. Peut-être c'est une référence au dessin de Tool Bleu en dessous de sa part de gâteau. Le ballon bleu, le texte en bleu et les Tool Bleus semblent donc indiquer que Tool Bleu a un lien important avec la mère de Ker. Il y a 2 calendriers sur le mur au fond, un vert et un rouge. Paul regarde le calendrier vert. On observe qu'il regarde les jours de kidnapping et sort du calendrier. Sur le calendrier, on remarque qu'on est le 12 novembre, 2 jours après la fin de la disparition de Ker. Le 12 novembre semble donc être également son anniversaire. J'espère que tu as réalisé maintenant, peu importe combien de temps tu as disparu, peu importe à quel point tu as changé, tu n'es pas perdu. Arrête d'errer et reviens à la maison. Paul regarde ensuite le calendrier rouge. Vous vous souvenez, chaque calendrier correspond à une année en particulier. Or, pour celui-là, c'est plus compliqué. Le calendrier rouge pourrait correspondre à l'année 1995 et 2017. Pendant ce temps-là, Paul nous dit qu'il se sent vraiment bizarre. Il rentre ensuite dans la chambre du début de l'épisode, qui maintenant est ouverte, et en entrant, on entend un bruit de frottement lorsqu'il franchit le cadre de la porte. Référence au fait que les enregistrements du début semblaient impliquer de traverser la porte. Et là, un message fait référence directement à ces enregistrements. La mère de Ker dit « Ker, tout va bien? Tu as couru droit dans la porte. Tu pensais qu'elle était ouverte? Oh, pauvre enfant. » En entrant dans la pièce, Paul n'a plus de chapeau d'anniversaire et l'ambiance est sombre. Le fait que le texte fasse référence à l'enregistrement du début et que Paul situe ses enregistrements de tentative à l'année dernière, il semblerait donc que le calendrier rouge soit probablement plus en relation avec 2017 qu'avec 1995. Mais bon, on sait pas. Il n'y a plus de table de nuit, il n'y a que 2 lits. On entend clairement en arrière-plan des voitures qui passent. Paul check ensuite l'écran des cadres de photos avec les disques. Il est là, mais tout est entièrement sombre et illisible. Il regarde un peu, mais soudain, une boîte de texte apparaît. Et en jaune est écrit « Où est le disque? Où sont les pages de découverte ?» Sa mère répond « De quoi parles-tu? Quel disque? Des pages de découverte ?» Qui répond « Jill, arrête de m'ignorer, putain! Viens ici et montre-moi où le disque est !» Paul est paumé également. Jill, non, Ker, c'est maman. C'est ta maman chérie. Je suis là, juste devant toi, il n'y a personne d'autre. Que regardes-tu? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ker, est-ce que tu m'entends? Tu me vois pas te faire signe? Reprends-toi, Ker. Où vas-tu? Paul fait tomber sa manette. On reparlera du personnage Jill un peu plus tard, mais l'enregistrement reprend au même endroit, un peu plus tard indiquant que Paul était probablement sous le choc. Paul dit « I think that was based off of a conversation that I had last year on my birthday. » C'est donc officiel, Ker est très lié à Paul, au point que leur parcours et leurs actions semblent interchangeables dans le jeu.
De même, l'année dernière serait en 2017 selon la chronologie, soit l'année d'où viennent les enregistrements démos de Paul dans la voiture. Également et surtout, l'année potentielle du calendrier rouge. If it wasn't just a coincidence, then that means I'm getting pranked. Paul sort de la chambre et le jeu freeze. Ok. Ce passage fait probablement référence au fait que Paul ne comprend pas trop comment ce très vieux jeu peut se baser sur des événements récents, sachant que l'on ne peut pas modifier un jeu PS1. En effet, les jeux PS1 sont enregistrés sur des CDR, qu'on ne peut pas modifier. Il y a donc probablement une recharge de données qui vient non pas du disque, mais d'une carte mémoire. Ce qui ferait sens, parce que je vous rappelle qu'avant d'entrer dans cette nouvelle sauvegarde du nom de Strange Situation, toutes ces sauvegardes avaient disparu. Il y a donc eu un changement de carte mémoire. Le freeze du jeu saoule Paul, et en conclusion, Paul dit I have to call Jill. Jill est un nom de fille, et donc si on regarde les événements précédents, il y aurait parlé lors de son propre anniversaire. Étant donné que Paul et Kerr ont le même âge, Jill aurait donc les infos d'où se situe le disque et les pages de découverte, et aurait ignoré Paul quand il aurait voulu les avoir. On peut donc imaginer qu'elle fait partie des gens qui ont repris la chaîne. La vidéo coupe sur un autre enregistrement qui semble se passer quand Paul était bloqué dans la voiture. Son comportement redevient absolument bizarre, et c'est le plus bizarre qu'on voit Paul dans toute la série. Il commence l'enregistrement au milieu d'une phrase qui finit par « trapped », ce qui signifie bloqué ou piégé. S'ensuit Paul qui tape sur une vitre de manière frénétique selon les sous-titres. C'est une référence donc à Petscop 13 où il faisait la même chose. Il est donc bien dans une voiture comme dans le Petscop 13, mais en plus de ça il explique qu'il y est bloqué. Paul dit ensuite I'm feeling very weird. Il avait déjà fait une référence au fait qu'il se sentait un peu bizarre précédemment dans l'épisode, mais le comportement de Paul ici est encore plus bizarre. Peut-être qu'il est, je sais pas moi, sous médicaments, sous substance. Est-ce qu'il serait pas un peu drogué ? Il parle ensuite d'un moment où il avait demandé à Internet comment on pourrait réécrire un CDR, et il dit que Internet a répondu en l'insultant. Le comportement de Paul est ultra chelou, vraiment, il dit max de trucs vulgaires, il parle lentement et mal. You idiot. Il rentre dans la pièce où Marvin avait disparu, et après cette image subliminale de la salle de Randis et Wavy avec un focus sur cette montée de terre, on se rend compte que la pièce dans laquelle Marvin allait était un garage. Dans ce garage, il y a un PC, avec sur l'écran une page d'un site internet nommé Page de découverte de Petscop. C'est donc ce que Jill avait. Le fait que c'est un site internet fait peut-être référence au site internet de la note. Vous vous souvenez, il y avait une référence à un site internet sur la note qu'avait reçu Paul avec le jeu. En plus de ça, Paul dit « c'est LE site internet ». La tour du PC a un symbole bizarre, et le mot Tarnacop qui signifierait pioche en roumain. Paul interagit avec le jeu et affiche plus de pages du site. On peut voir des Blue Tools, des images de découverte. À un moment, il voit une page avec du texte et dit qu'il s'agirait de la page nommée « Ton enfant ». Et il précise ensuite « J'ai plus aucune idée de ce qui se passe maintenant ». T'inquiète pas, c'est le cas pour nous aussi. La dernière image n'est pas une image du site, mais une image du jeu Petscop. Paul sort de la pièce et rentre dans la chambre des parents, et une boîte de texte vide apparaît. On ne sait pas si c'est une censure ou juste du vide, et la vidéo se termine sur ces doux mots de Paul. Fuck. Ok, c'est beaucoup d'infos d'un coup, et cet épisode fait partie des épisodes les plus difficiles d'accès. Beaucoup de bordel, et Paul, comme nous, est paumé. On sait en tout cas, et c'est ce que beaucoup de gens pensent, Kerr et Paul sont liés. Et en 2017 ou 2018, Paul a été enfermé dans une voiture pour jouer à Petscop, et aurait été drogué pour y rester. C'est dur de faire sens de tout ça, mais néanmoins, ne vous inquiétez pas, on approche de réponses à nos questions. Mais au-delà de ça, il est important de comprendre quelque chose ici. Il faut surtout ne pas se focaliser sur ce qu'on ne comprendra jamais. Il faut porter un focus sur ce qu'on comprend pour mieux aborder le reste et mieux aborder ce qu'on peut comprendre. Petscop 15 est sorti le 18 juillet 2018, soit un jour après Petscop 14. Peut-être comme une sorte de complément pour mieux comprendre les événements précédents ou juste pour mieux comprendre l'histoire. L'épisode commence par un passage dans l'école. Le joueur semble se déplacer dans les couloirs, mais lorsqu'il s'éloigne trop, il est automatiquement ramené devant cette pièce, avec cette image, soit une des nombreuses images subliminales de loading screen des épisodes précédents. Une image avec ce qui semble être une fille avec une sorte de chapeau sur une route, je pense la même qu'il y a en dessous du New Maker Plane. Et également, quand le joueur s'approche de l'image, on voit que des lettres apparaissent devant l'image disant
girl. Les lettres tournent et changent de couleur constamment. Ensuite, il se décide à revenir dans les couloirs, mais à chaque fois qu'il touche une pièce en forme de chapeau d'anniversaire, c'est-à-dire la pièce énormément liée à l'ami de Marvin qui a disparu dans le moulin, eh bien Paul se retrouve encore une fois retéléporté vers la salle Girl. Au bout d'un moment, soit par une coupure au montage ou un bug, la caméra coupe sur cette pièce, une salle d'école avec un tableau à craie et une table. Marvin s'y tient, encore une fois renforçant l'idée qu'il serait professeur et possiblement de musique ou juste en figure d'autorité. Le joueur sort de derrière le tableau. Il écrit un mot, mais le mot ne passe pas. Il dit « not in table », ce qui fait référence au fait que le mot qu'il a voulu écrire n'est pas dans la sélection de mots possibles à afficher par le jeu. Or, les fans ont reconstruit l'alphabet phonétique du langage Gamepad, et officiellement ce qu'il a écrit c'est « Marvin ». Marvin lui dit « Assis-toi ici pour le cadeau ». Le joueur en question s'exécute. Il s'agit très certainement de Paul. Puis Marvin se dirige derrière le tableau et il en ressort avec Belle. Il dit « C'est Belle ». Belle est d'ailleurs mal écrit, il manque un E, ce qui signifie cloche en anglais. Peut-être est-ce pour dire que le nom de Belle n'est pas dans le dictionnaire, mais que le mot Belle, soit cloche, y est, au contraire. Belle écrit ensuite « Je suis Tiara, pas Belle », toujours en référence au fait que son rebirthing a été annulé et que ça l'a affecté psychologiquement. Elle pense toujours être la personne qu'elle aurait dû être si son rebirthing aurait marché. Elle écrit ensuite Presse Nefté, qui signifie appui astucieux. Alors, cette traduction ne sert à rien et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre que ça a du sens parce que avant que les gens finissent par comprendre ce que c'était, cette phrase a été mémée à mort. Parce que les gens étaient juste confus et que la réponse de Paul est assez drôle. Sur le moment, il répond juste « Quoi ?» qui correspond bien à notre sentiment pendant beaucoup de moments dans la série. Mais il faut comprendre ici que ce que Belle voulait dire était « écrit Nifty avec la manette ». Écrit donc l'équivalent phonétique de Nifty avec la manette. C'est ce que Paul fait juste après, on voit bel et bien qu'il a écrit Nifty. Rien ne se passe et Belle répond « Non, joueur 1, écrit Nifty ». Et là en gros ce que Belle vient de faire, c'est donner un cheat code à Paul. Faire la combinaison de touches qui écrit Nifty, non pas en utilisant la manette 2 permettant d'écrire, mais la manette 1 ferait quelque chose. Paul fait donc la combinaison L2 carré R1 triangle R2 bas R2 rond R1 rond. Et là un écran de debug s'ouvre où avec la manette, Paul a la possibilité d'écrire en rose des lignes sur des textures. Paul ensuite quitte cet écran et toutes les textures changent avec les modifications effectuées par Paul. Alors ça ne vous rappelle rien cette manière d'écrire? Eh bien moi ça me rappelle la rare écriture de Tool Rose. Donc quand Tool Rose écrivait dans le jeu, ce qu'il faisait, c'était écrire sur les textures et envoyer les textures à Paul. Également il semblerait que ce soit Belle qui depuis le début écrive en rose comme ça. C'est donc Belle qui se faisait torturer par Marvin avec un tool. Petscop 16 est publié le 31 octobre 2018, soit à Halloween. Petscop 16 commence par une image très sombre du garage de la maison des épisodes précédents, avec comme différence la présence d'une voiture orange. Une boîte de texte semble couvrir une partie de l'image. Après un temps de rien, la musique s'arrête. Un écran arrive et est dit « Aucun input de la manette n'a été détecté depuis un très long moment. Famille, voisins, police ou quiconque, laissez la console allumée et appelez le numéro de téléphone donné ici. » Et le numéro de téléphone en question est censuré. Ensuite un bruit est entendu, une alarme très bruyante. Une alarme très bruyante joue et cet écran apparaît ici. Cet écran est appelé le Burn-In Monitor et il affiche ce qui est appelé la Ghost Room ou aussi appelé la Testing Room. Burn-In Monitor fait référence au phénomène de screen burn-in. Alors avant que j'explique ce que c'est que le phénomène de screen burn-in, monitor signifie surveillance, surveiller. En ce qui concerne le phénomène de screen burn-in, il s'agit d'un phénomène qui arrive quand un écran est allumé depuis plusieurs jours sur une image fixe et où l'image en question s'imprime de façon permanente sur l'écran. On appelle aussi ce phénomène ghosting, ce qui peut être l'origine de la ghost room. La scène ici présente dépeint un point rouge sur un lit avec une chaise devant laquelle il y a un téléviseur. Il y a également 7 images et un piano avec un petit truc ici qui me fait penser à cette image subliminale. Il y a également cette étrange chose dont je parlerai plus tard. À 1 minute 49, on peut voir que la censure bug un peu et on peut observer l'emplacement régional du numéro de téléphone. Et c'est le code 203, lié à l'état du Connecticut, indiquant qu'au moins une portion de l'histoire se passe dans cet état des États-Unis. Alors que le dernier écran avec les buzz apparaît, on observe le point rouge se déplacer et aller devant la télé pour jouer.
Ok, ce sera expliqué davantage après, mais ceci est la chambre de Paul. Le point rouge représente probablement Paul, et l'objectif de cet écran était de demander à Paul de se lever pour continuer à jouer. Ok, à ce moment-là, qu'on soit clair. Quelque chose d'important est à comprendre. Dans un premier temps, l'ordre d'apparition des vidéos de Pescope et le montage des vidéos n'est pas vraiment chronologique, ou du moins on n'a pas la moindre idée de cette chronologie. On va pas trop s'attarder sur la question de la chronologie parce que je suis persuadé que ce qui est important avec les vidéos de la chaîne, c'est de savoir ce qu'il se passe, pas nécessairement quand ça se passe. Néanmoins, à partir de Petscope 16, la description avait changé. Nous n'avons plus la description habituelle écrite par les gens qui ont pris le contrôle de la chaîne, c'est-à-dire ce long texte expliquant où en est Paul. La théorie voudrait que depuis quelques épisodes, Paul était enfermé par quiconque avait pris la chaîne. Petscope voit un changement dans la description au moment où Petscope 16 est posté. On retrouve le style de description de Paul, c'est-à-dire aucune description à ce moment-là. Encore une fois, c'est de la pure spéculation, mais l'idée de quelques fans de la série que je trouve assez brillante serait que Paul se serait échappé et aurait voulu montrer avec l'épisode 16 qu'il était surveillé et forcé, à grands coups de réveil violent et d'affichage de numéros de téléphone pour quiconque trouverait la console sans que Paul n'y ait touché, indiquant peut-être qu'il aurait fui. Du coup, Paul se serait enfui. C'est cool, non? Sauf que non. Au moment où Petscope 17 est posté, la description se réexprime à la première personne du pluriel. L'épisode est posté le 20 avril 2019, soit le jour de Pâques de 2019. La description nous affiche « Nous avons fini notre longue chasse aux œufs de Pâques ». Et cet épisode n'est pas sorti tout seul. En seulement 24 heures, c'est pas un épisode qui a été posté. Pas deux non plus. Non, 5 épisodes. 5 épisodes. Et une chasse aux œufs de Pâques qui se termine, c'est probable que ça fasse référence à l'éventuelle recapture de Paul. La théorie peut paraître farfelue, mais en réalité elle fait assez sens quant au contenu de Petscope 16, et l'existence du Burn-in Monitor serait un moyen pour quiconque rentrerait dans la salle où était enfermé Paul et qui trouverait la console, de pouvoir automatiquement réalerter les gens qui l'enfermaient. Encore une fois, c'est une théorie. C'est la fin de Petscope 16. Petscope 17 est la première partie de la chasse aux œufs. Petscope 17 commence par le même écran de garage que Petscope 16. Ensuite, nous sommes directement confrontés à un écran de sound test. Paul défile un paquet de sons. Je ne vais pas tous vous les décrire, sinon je vais imploser, mais il s'arrête sur 2 sons. Care says bye bye et Care says uh-oh. Bye bye. Uh-oh. Il joue quelques fois les deux. Puis ensuite, Paul fait un gros focus sur le son bye bye, qui finira pressé en tout 366 fois. Et enfin, après plusieurs dizaines de secondes, Paul fait un dernier uh-oh. Et la boule dans la main tourne rouge pour enfin que l'écran entier devienne rouge-orangé. D'ailleurs, cette main qui tient une boule, je pense que c'est une référence à peine. Cette manip générale fait apparaître un nouvel écran, probablement un autre écran de debug, mais cette fois-ci plus important. C'est un panel de développeurs, avec 3 choix de catégories. En premier, tous les enregistrements, en deuxième, impulsion de pièces, et en troisième, truc en plus. Il choisit d'abord Room and Pulse, qui signifie donc impulsion de pièces, et on le voit donc en phase de choix de plusieurs parties de la map du jeu. Il choisit la map House et joue en Gen 10. Je pense qu'il fait ça parce qu'il a remarqué que la miniature de la map House semblerait être la même que la miniature qu'on avait vue dans l'épisode précédent lorsqu'on était dans le Burn-in Monitor. On expliquera un peu plus tard ce délire de gène ou de génération. Il décide d'y jouer et se retrouve dans une zone de fête d'anniversaire avec énormément de joueurs avec des têtes de pyramide. On sait que c'est en référence à Paul qui aurait ce sprite quand vu du point de vue d'un autre joueur. Ou alors il s'agit du sprite de base pour un joueur autre dans la partie. Il y en a énormément de joueurs, mais lorsque le mec derrière la console fait tourner ce disque de sélection en bas, on remarque que chaque nuance de rouge correspond à un personnage. Une fois un personnage sélectionné, le personnage change en sprite de joueur avec un ballon et un chapeau d'anniversaire. Il semble chercher un bon personnage, celui qu'il pourra contrôler. Il choisit un perso en particulier, celui-ci, sort de la maison, attend un peu, puis soudain un texte apparaît, qui semble être celui d'une note. Elle s'apprête à dire des choses hyper importantes. Je vous demande donc toute votre attention. La note dit « Salut toi, réveille-toi, tu es libre ». La réaction du joueur à ça est d'aller vers la route. Or, l'image du sprite est inversée comme s'il marchait à l'envers. « Je veux que tu reviennes sur tes pas. La famille, comme d'habitude, veut savoir ce qui t'est arrivé entre le 10 novembre et le 12 novembre 1997. Le 10 novembre 1997, tu t'es échappé de l'école de ton père et le 12, tu es arrivé chez toi. La question est, où étais-tu le 11 novembre? Et que faisais-tu là-bas? J'espère t'amener à cet endroit avec un sort que je vais commencer maintenant. Tu es une fille nommée Carrie Mark,
et tu es né le 12 novembre 1992. Tu as une maman nommée Anna, un père nommé Marvin, une tante nommée Jill, un oncle nommé Thomas, un cousin nommé Daniel. Je sais ce que tu dois te dire. Ces déclarations ont-elles toujours été vraies? Ou t'ai-je maudite? De telles choses seraient possibles? Une malédiction qui changerait ton passé? Arrête de réfléchir. Tu as été kidnappé et as passé 5 mois à étudier dans une école élémentaire abandonnée. Tu as fui, pleurante. Tu avais honte, tu couvrais ton visage. Tu étais aveugle. À un moment, tes mouvements perdirent leur sens. Tu rentrais dans les murs et les portes, évitant des obstacles invisibles. Trouve le moment. Quand es-tu égaré sur la route? La note se termine donc avec une bombe d'infos. D'abord, on va remplir rapidement toutes les fiches. Voilà, ça c'est fait. D'abord, on a la preuve que Care officiellement est appelée Carrie Mark, et qu'elle a donc bien pour père Marvin, qu'il a bien kidnappé pendant 5 mois et enfermé dans une école abandonnée. La mère de Care s'appelle donc Anna, et Jill est sa tante. Mais on a néanmoins l'explication de pourquoi elle a erré dans le New Maker Plane pendant plusieurs jours. La vidéo coupe et reprend avec une boîte de texte qui apparaît. Une fille a été portée disparue ici. L'histoire dit que ton père s'asseyait sur un banc avec un gâteau d'anniversaire essayant de l'attirer à la maison. Au lieu des panneaux « fille disparue », il a mis des panneaux « fille d'anniversaire », promettant un gâteau pour son anniversaire. Évidemment, la fille d'anniversaire n'est jamais venue à la maison, à sa déception. Sauf que j'ai trouvé ce qui est vraiment arrivé à la fille. Tu veux le savoir? Demande. Après cela, une boîte d'écriture apparaît, après la manipulation consistant à tourner comme le moulin. Si vous avez bien compris, nous allons expliquer ce qui est arrivé à l'ami de Marvin, qui a disparu au moulin. Marvin aurait essayé de la convaincre de revenir en faisant une technique un peu naze de mettre des affiches promettant un gâteau à quiconque viendrait. Paul demande à la boîte de texte « Que lui est-il arrivé ?» L'amie de Marvin qui a disparu au moulin avait pour nom Lina Leskovitz. Elle est née en 1968 et elle est morte en 1977 au moulin. La description de la tombe dit qu'il ne l'avait pas vue. Le nom Leskovitz est le même que celui de Paul. C'est un membre de sa famille. Quiconque a écrit la note, on pense que c'est Rainer, semble par cela impliquer qu'il sait où est le corps de Lina et que Marvin le sait aussi. Également, on rappelle que Marvin avait insinué qu'il savait dans Petscop 5 que Lina aurait été reborn en Care, impliquant que Marvin, peut-être par culpabilité ou par deuil non fonctionnel, aurait voulu absolument faire revivre Lina en Care. Et peut-être que c'est ça le kidnapping. Ce serait l'envie irrémédiable de Marvin de faire revivre Lina en sa fille, tentative qui se serait soldée par un échec. Peut-être que c'est pour ça que Care n'avait pas de sourcils jusqu'à ce qu'elle s'échappe de Marvin, parce que Lina n'en avait pas non plus. Et que du coup Marvin arrachait ceux de Care. La vidéo coupe ensuite et revient sur Paul qui retrouve la trappe vers le sous-sol du New Maker Plane. Il se rend dans la salle avec les routes et essaye sans réussir de se faire écraser. Il suit ensuite la direction de la route comme l'avait fait la voiture d'un épisode précédent. Petscop 18 est la deuxième vidéo de la chasse aux œufs de Pâques. On nous montre l'écran truc en plus de l'écran de debug. Ça nous montre en particulier l'évolution des sprites des personnages. D'abord, on voit le personnage joueur dont le sprite s'appelle en fait le Guardian, le gardien. On peut voir qu'à un point, le personnage avait des cheveux et avait l'air de ressembler à une sorte de bébé. Ensuite, on s'intéresse à Ember, qui est passé d'une boule sans visage à une boule avec un visage et un chapeau. Ensuite, Rendis, puis Tonef, qui à la base n'avait pas de jambes cassées. Car oui, on se rend compte ici que Tonef a en fait depuis le début une jambe cassée. Voilà. Ensuite, Pen, qui a commencé sans balle dans la main. Et surtout qui était censé avoir des longues jambes fines. Ensuite on a un personnage qui n'apparaît pas dans le jeu, Hudson, une sorte de
Ouais, je ne saurais pas comment décrire. Ensuite, un autre sprite non utilisé, les sprites de l'animation de Wavy qui saute. Ensuite, une map du Gift Plane. Et ensuite, la dernière chose qu'on verra dans cet épisode, une mini-maison nommée The House. Et on peut voir que la maison, lentement, pendant une minute, s'approche de la caméra alors que la musique s'arrête. À 2 minutes 02, on peut entendre un petit bruit à la con qui dure quelques millisecondes. C'est tout pour celui-ci, et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que le créateur a voulu dire avec ça. Petscop 19 est la 3e vidéo de la chasse aux œufs. La vidéo est toujours dans le menu de debug, et cette fois-ci va faire un focus sur l'écran All Recordings, comportant tous les enregistrements internes du jeu faits au cours de différentes générations de Petscop. On peut voir qu'en tout il y a 15 générations du jeu, le même nombre de disques qu'il y avait dans la chambre des parents de la maison, vous savez, les disques dans les cadres. Il y a énormément d'enregistrements. Certains semblent automatiques, ils s'appellent auto, puis ensuite une ligne aléatoire de caractères. D'autres sont renommés et visiblement importants. Alors que le joueur déroule les enregistrements, on tombe en face d'un enregistrement nommé Tiara de la gène 13, et qui est suivi automatiquement d'un enregistrement nommé Fuck Fuck Fuck. Les gens ont interprété ça comme le fait d'appeler Belle directement Tiara, et le Fuck 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 serait la réaction au fait d'avoir appelé prématurément Belle par son nom de rebirthing. Il semble ensuite continuer à dérouler. On trouve énormément d'enregistrements titrés par des noms, dont des noms qu'on connaît déjà. On a par exemple beaucoup d'enregistrements titrés selon Mike, et quelques-uns nommés Care, etc. Des personnages qu'on connaît. Mais il y a une liste énorme de gens qu'on ne connaît pas. Ces enregistrements sont en fait des archives de tests pour le développement du jeu, et de tests effectués par des enfants que Rainer connaissait. Peut-être que c'était Marvin qui connaissait ces enfants à la base, sachant que, en théorie, il serait professeur de musique. La première gène montre un enregistrement testant la profondeur dans l'environnement 3D. On trouve ensuite des tests de Mike, qui aurait été l'enfant qui aurait, avec Rainer, accompagné le développement de Petscop. D'ailleurs, vous le savez, Rainer et Mike sont frères, donc du coup ça peut expliquer cette sorte de complicité dans les tests du jeu. Mike ensuite entre dans la pièce de Wavy et Randis, encore en développement. Et on voit ici cet œuf bleu et rose. Mike l'attrape et une boîte de dialogue apparaît. Quoi ? Un des œufs était dans le jeu de Daniel ? Cela impliquerait que Daniel serait le vrai nom de Rainer, mais ça je l'avais déjà écrit. Quel piège injuste. As-tu trouvé tous les œufs dans le bureau ? On se trouve ensuite devant un gameplay de la Gen 3 par Care. On voit que Wavy et Randis ont été implémentés et on voit aussi que Care, probablement très jeune à l'époque, ne sait pas jouer. Elle va à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, en boucle. En revanche, souvenez-vous, quand au début de la série, Paul avait demandé qui est Tiara à Tool, et que Tool avait répondu « Enfant Petscop très intelligent ». On sait que Tiara est la même personne que Belle en théorie. Or, le gameplay suivant est celui de Belle, et on voit qu'elle résout l'énigme de Wavy et Randis très vite, malgré son jeune âge, impliquant qu'en effet, elle serait très intelligente. On voit au passage la description de Randis et de Wavy. Pour Randis, c'est « Randis est une fleur, il a besoin d'eau mais pas autant qu'il imagine. Tu ne devrais pas t'inquiéter, si tu considères Randis, tu devrais adopter Wavy également. Wavy sait comment piéger Randis. » Et ensuite Wavy. Wavy est un nuage, il a peur de tout. Il a particulièrement peur de geler. Selon ses propres mots, il n'est jamais la même personne pendant plus de quelques secondes. Ah, c'est compliqué de discerner ce qui doit être compris. On voit ensuite un gameplay d'un certain James qui n'arrive pas à comprendre l'énigme de Amber, pareil pour Phil qui ne comprend pas celui de Roneth. On a ensuite une étrange save qui montre le Guardian complètement enfermé dans la cellule de Amber, puis on observe ensuite Belle réussir l'énigme de Penn et recevoir le message de félicitations pour avoir attrapé tous les animaux de l'Evencare. Petscop 20 est la 4e vidéo de la chasse aux œufs de Pâques. La vidéo commence par la sélection d'un enregistrement de Marvin de la génération 6. Il commence par le logo de Carolina incliné, et il crée une nouvelle partie nommée MVM, probablement Marvin Mark. Et il essaye de mettre le code secret pour accéder au New Maker Plane, celui qu'il y avait sur la note qui permettait d'accéder, le même que celui que Paul avait eu. Il échoue plusieurs fois avant de finalement réussir, et enfin d'entrer dans le New Maker Plane. Cette image est d'ailleurs cachée pendant le chargement. Il se met à errer dans le New Maker Plane. On nous présente également quelques autres records automatiques qui suivent ce premier record de Marvin. On nous montre ensuite une autosave de la Gen 7 dans le New Maker Plane. Il commence par un message de Rainer pour Marvin. Salut Marvin, c'est Rainer. Sois prudent cette fois. Si tu commences à courir sans raison ni sens, tu vas te perdre. J'écris ça le 10 juillet 1997. Et Care est toujours disparu. On cherche. Le dernier week-end, on s'est presque perdu. Ta recherche est plus difficile. Au-delà d'ici, il n'y a pas de point de repère. Mais ce modèle de bâtiment en briques, bien que rustique, devrait toujours être familier. Où est ce bâtiment ?
À partir d'ici, je veux que tu trouves une tombe. Tu sais de quelle tombe je parle. Elle est forcément quelque part ici. Elle n'est pas marquée, bien sûr, c'est le problème. Tu es la seule personne qui peut la trouver. » Le reste de la gêne 7 montre Marvin chercher la tombe et ne pas réussir à la trouver. La gêne 8 commence par Marvin trouvant la trappe vers le sous-sol du New Maker Plane. Cette image apparaît pendant le chargement d'ailleurs. C'est une photo réelle avec notamment cette boîte de crayons qui est la même que celle dans la pièce de Kerr dans la librairie d'enfants. En entrant dans le sous-sol, il voit d'abord un panneau disant « Carte de la route ». Il se déplace vers la droite et rencontre un panneau disant « Casquettes », qui peut se traduire par cercueil ou coffret. Mais comme c'est ambigu, on va dire casquettes, parce qu'ils sont connus comme ça. Le panneau continue en affichant « Quand ils seront finis, ils seront super. Quiconque les verra sera certain de faire partie de la famille. » Et là arrive un des trucs les plus intéressants de la série. 4 présentoirs montrant respectivement les 4 fameux coffrets, les 4 casquettes. Et ce qu'il s'apprête à nous montrer est extrêmement important. Il commence d'abord par le casquette numéro 4, le plus à gauche. Sa description est comme suit. Casquette 4, 5 mots, écrits sur un tableau à craie, dans un bâtiment sale dans lequel tu habites. Oui, vous l'avez compris, les casquettes sont des versions primitives de tous les objets qui seront censurés plus tard dans la série. Et en fait, on a une raison pour laquelle ils ont été censurés. Ils ont été censurés parce que sinon, on aurait fait partie de leur famille, si j'ai bien compris. Le bâtiment sale dans lequel Marvin habite, c'est bel et bien l'école abandonnée en question. On n'arrive toujours pas à lire ces 5 mots, et encore aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la signification de ces 5 fameux. Marvin se déplace et regarde le casquette 3. Il s'agit de cette image de 2 mains couvrant un visage comme Kerr NLM. Il est décrit comme « Casquette 3. Après t'avoir viré de la maison, ta femme commença à peindre les murs en noir, pour couvrir les pochoirs. Je l'ai aidée. Elle a fait comprendre que c'était urgent. Ce samedi, occupée par le travail, elle a épinglé une note. Elle contenait une liste d'objets. » Si vous vous souvenez, c'est cette censure qui est révélée. D'ailleurs, le pattern du sol correspond bien à ce qu'on peut voir sur le casquette. Également, il y a une référence au fait qu'on avait repeint les murs en noir à ce moment dans l'épisode 14. Le casquette suivant est cette étrange pyramide avec le visage de Kerr visiblement. Là, c'est clairement cette censure qui est montrée, celle de cette étrange pyramide rouge qui se mettait à tourner. Je pense que si Paul a eu une réaction si violente et si traumatisante à la vue de cet objet, serait peut-être car la version finale de l'objet censuré, peut-être qu'il aurait eu un véritable visage de Kerr. Or, je vous rappelle qu'on est dans une théorie disant que Paul et Kerr sont très liés. Serait-il possible que la réaction très violente de Paul à la vision de cette pyramide serait liée au fait qu'il ait vu son propre visage? En effet, il y a plusieurs théories autour de l'existence de Paul et de Kerr. Des théories disant qu'ils sont jumeaux, des théories disant qu'ils ne sont pas si liés que ça finalement, et également une théorie disant qu'ils ne sont qu'une seule et unique personne. On en parlera plus tard. Voici la suite de la description. Alors que je peignais, j'ai regardé Kerr danser dans la maison. Elle aimait tourner. Elle devint un flou. Mais dans ce flou, pour je ne sais quelle raison, alors qu'elle tournait, de 45 degrés à 90, puis 180, 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160, s'enroulant, se serrant, j'étais paralysé d'horreur et de dégoût. Cela pourrait être Rainer voyant dans les comportements de Kerr des signes d'abus. C'est quelque chose d'assez régulier. Lorsque vous soupçonnez quelqu'un d'avoir abusé un enfant, l'analyse du comportement de l'enfant devient beaucoup plus claire. Mais il y a également l'idée que la raison pour laquelle sa réaction est si virulente à la vision de Kerr est peut-être liée à cette image de Lina dans le moulin, où elle tourne également. Et encore une fois, on a des connexions avec l'idée de tourner, de sens de tourner. Que l'on soit clair, j'ai décidé de ne pas vraiment parler de la théorie des angles et des sens de rotation. Je sais qu'elle a le potentiel d'expliquer des trucs, mais putain quel enfer cette théorie. C'est le bordel. Enfin, Marvin se dirige vers le casquette 1, qui est un pot de fleurs renversé avec ici ce qui semble être le visage de quelqu'un dans la réflexion. Et là, je vais ramener un truc qui date de il y a longtemps. Voilà, un tout petit détail que j'avais mis en valeur. Vous vous souvenez dans la chambre de Kerr avec des sourcils? Déjà, on peut dire que la différence entre Kerr avec et sans sourcils serait avant et après le kidnapping. En effet, Kerr sans sourcils, c'est Kerr qui est toujours dans l'abus de Marvin, qui lui enlève ses sourcils pour qu'elle ressemble le plus possible à Lina, n'arrivant pas à se défaire de son deuil. Et Kerr avec des sourcils serait Kerr sortant de l'école et qui lentement revoit ses sourcils pousser. Mais le truc censuré ici, j'avais dit que ces pixels rouges allaient nous aider. Eh bien, ils nous aident énormément ici, car ça nous permet de confirmer que l'objet censuré est le casquette 1. La description du casquette 1 est importante. Tu as montré à Kerr sa réflexion rouge et floue dans le vase. Tu as dit, tu vois ça?
Regarde à quel point tu es laide maintenant. » Kerr plissa les yeux. La réflexion n'était pas claire du tout, mais alors que tu commenças à décrire ces affreuses difformités, elle commença à les voir. Tu lui dis « Personne ne veut te voir comme ça. » Mais elle s'échappa après et courageusement retourna chez elle. Dans le miroir de la salle de bain, elle vit une image claire. Il est donc clair que Marvin a abusé psychologiquement de Kerr en cherchant à la détruire psychologiquement. Maintenant, je ne peux pas dire ce qu'il a fait clairement, mais je vous l'expliquerai quand je conclurai la vidéo. Marvin part sur la droite et croise un panneau disant « Endroit ». Il regarde cette sorte de fenêtre, écran, j'arrive même plus à savoir ce qui est une fenêtre ou un écran dans cette série, et on voit ensuite l'autre côté de la fenêtre. Marvin croise les images de la maison, de l'école et du moulin, la tombe de Mike, qui après interaction n'a pas l'air de faire disparaître le message, comme si Rainer voulait que Marvin, en train de jouer, soit forcé de le voir, comme une sorte de mini-humiliation. Peut-être qu'il ne serait pas tout à fait innocent dans la mort de Mike. Il demande ensuite « Quelle année est-il » Tool répond avec le calendrier vert, ce qui voudrait dire qu'on est en 1997. De par les panneaux des casquettes précédents, on en conclut que ça se passe après le 12 novembre 1997. Il va ensuite regarder l'écran du moulin, sauf que là, il peut monter ou descendre la caméra. Il la monte d'abord très haut et finalement la descend au point de la faire traverser le sol, affichant ensuite la salle de Tool, impliquant qu'elle est juste en dessous de la caméra fixant le moulin. Il appuie ensuite sur le bouton carré pour tourner la caméra et nous lâche sur ce cube, qui est un rappel à cette pièce, qui lie la salle de Penn et la salle de Wavy et Randy. Ensuite, il ouvre un menu et va dans les animaux. Le seul qu'il possède est Toneth. On expliquera plus tard pourquoi. Ensuite, Paul, qui regardait cet autosave, appuie sur pause et on voit que sur l'écran de pause de Paul, le message en haut à droite est « Ton cul laisse une cavité dans la chaise ». Bon, déjà c'est super drôle, MDR, mais qui ensuite pourrait dire qu'il joue beaucoup trop au jeu. Ça va devenir clair pourquoi dans quelques épisodes. Pescov 21 est la dernière vidéo de la chasse aux œufs. Attention, c'est un truc de ouf, un truc de malade. C'est juste un enregistrement de Kerr qui fait danser le joueur. C'est tout, vidéo suivante. Non, je déconne, il y a 2-3 trucs qu'on peut dire. D'abord, Kerr qui danse pourrait être une référence au texte du Casquette 2. En revanche, la danse de Kerr se synchronise parfaitement avec le morceau The Sign, de Ace of Base, que je ne vais pas passer car voilà, monétisation, etc., j'adore l'argent. C'est un tube international datant de 1993 et qui a vraiment buzzé en 1994. Le morceau semble parler d'un couple se rendant compte de la dégradation de leur relation et décidant ensuite de se séparer, un peu comme Marvin et Anna. On peut voir que la synchro est parfaite et que c'est un jeu de mots avec le nom The Sign, qui peut vouloir dire panneau et signe. Franchement, je pense que cette vidéo est une petite respiration dans le rythme d'horreur de la série. C'est très agréable en vrai, mais c'est surtout parce que les prochains épisodes vont être durs. Très durs. Pescov 22 est posté le 2 septembre 2019. L'épisode s'ouvre sur Paul demandant à Tool où était le moulin. La réponse est censurée, comme à la fin de Petscop 10 en fait. Là il y a deux écoles, ceux qui pensent que cet épisode se passe juste après l'épisode 10 et ceux qui pensent qu'il a juste reposé la question pour la revoir et que ça se passe bien d'un point de vue chronologique. Je sais pas et je ne pense pas que ce soit nécessairement extrêmement important. Dans cet épisode, il est au téléphone avec l'ami avec qui il parlait déjà au tout début de la série. How's it going? Yeah, I'm okay. What do you think of that picture? I went up and I typed, where is the windmill? And that didn't work. And so I tried, where was the windmill? And that's how I got the text. The top numbers, I looked them up. Yeah, punch them in. L'ami de Paul semble ensuite écrire les nombres quelque part sur un ordi off caméra. There's not a lot of detail, but it looks like a stone. Right? Donc il semblerait que l'ami ait mis les coordonnées dans Google Maps et que la raison pour laquelle il débatte de ce qu'il voit sur le truc serait due aux images satellites offrant peu de détails. I wanted to go with you Friday. How about that? Paul ment ensuite à son ami sur le fait qu'il n'enregistre pas, et s'ensuit une discussion sur le fait que peut-être que la trappe avec des escaliers correspondrait à quelque chose dans la vraie vie, près de là où était le moulin. Il explique ensuite qu'il n'en parlera pas à la famille avant d'y être allé lui-même. En fait, il semble un peu intimidé par sa famille, et notamment par Jill, et il le dit durant la discussion avec son ami. Il a un peu peur de sa famille, et pense que son ami, lui, ne sera pas intimidé par eux. I don't like talking to them. They intimidate me. And I'm sure they wouldn't intimidate you at all. Have they called you? They haven't called you, right? Jill specifically. She hasn't called you. I didn't voluntarily mention you, because you know I'm talking to you in the first few videos, right? And so she asked who I'm talking to in the videos, and so I told her, but
She didn't ask anything else, so I don't think she actually cares. Because you aren't family, so you wouldn't have a room. That's the thing. I didn't mean it that way, just... Ok, là je vais arrêter de juste balancer un maximum d'informations, parce qu'on va faire une petite pause. Dans cet épisode, on va apprendre qui est l'ami de Paul. Et la réponse va vous surprendre. Dites-vous que cette phrase, le fait que l'ami ne fait pas partie de la famille, est un indice très fort sur qui est cette personne. À cette phrase, l'ami semble réagir soit par tristesse, soit par colère, faisant que Paul rétracte directement en disant que la mention du fait qu'elle n'est pas de la famille est uniquement en rapport avec le fait qu'elle n'a pas de pièces, probablement dans la librairie d'enfants. Peut-être donc que cette réponse de tristesse viendrait du fait que l'ami en question serait adoptée, et qu'elle souffrirait du fait qu'elle ne soit pas considérée comme faisant partie de la famille. Paul explique ensuite que son ami a de la chance de ne pas avoir eu d'appel de Jill, car une fois qu'elle t'a appelé, tu ne peux pas t'en échapper. Paul dit ensuite « J'ai besoin de ton génie. J'ai besoin de ton génie de puzzle. » Yeah, I need your puzzle genius. Son ami sera donc quelqu'un de très intelligent, et quelqu'un qui arriverait à bien résoudre des énigmes. Il se déplace et va dans la Quitter's Room, et explique à son ami que Tiara n'est pas dans le reflet. Paul ensuite se déplace légèrement dans son siège et arrive à un moment incroyablement important. Why would I be in a car? I'm playing Petscop. Why would I be playing Petscop in a car? The fuck? That was just my door. Front door. Alors qu'on est d'accord dans le canon de l'histoire, à un moment, Paul était dans une voiture. On avait expliqué pourquoi il ne pouvait pas être juste à l'extérieur d'une voiture et rentrer rapidement dedans. On avait expliqué pourquoi. Peut-être qu'il n'y est pas là, mais il y a été. Paul ne se souvient pas, ce qui est super bizarre. Soit il a en effet été drogué par Jill ou la famille ou quiconque autre et il ne se souvient pas, soit... Ben non, c'est tout ce qui fait sens pour moi en fait. Je sais qu'on peut se dire qu'il ment, mais quel serait l'intérêt de mentir sur ça? On pourrait penser qu'il jouait dans le garage et que c'est pour ça qu'il y aurait des voitures, mais du coup pourquoi il taperait sur la vitre? Et également pourquoi on l'entendrait déglutir après qu'il soit sorti, hypothétiquement, de la voiture? C'est troublant quand même, non? Ensuite il dit en rigolant « Ah, c'est juste ma porte, la porte de ma maison. » Or les sous-titres disaient que c'était une porte de voiture. Non, vraiment, il semblerait que Paul ait oublié cet enfermement dans sa voiture. Enfin, Paul ensuite se met en mode Shadow Monster Man, se déplace et sort. Hey, what the fuck? I just got hit by a car. Oh. Hey. You there? Oh, you there? Il parle à Belle au téléphone depuis le début. Belle est l'amie de Paul. C'est cohérent. Ultra cohérent même, par rapport au fait que Belle n'est pas de la famille, que la personne au bout du fil est un génie des puzzles, comme nous le montrait Petscop 19. Belle, à un très jeune âge, faisait toutes les énigmes de Petscop, alors que tout le monde galérait. Belle est l'amie de Paul, et donc sa réaction au fait qu'elle ne fait pas partie de sa famille est une réaction normale, sachant qu'elle serait une personne adoptée qui a vécu un rebirthing qui a foiré. Et le moment où le personnage de Belle apparaît, Belle disparaît de l'appel téléphonique. Paul réagit par la peur, et demande donc à Belle qui fait tourner son visage vers la droite ce qu'elle veut. Quel message elle veut faire passer? Paul ne comprend pas et devient agressif. I know you're trying to say something to me. What do you want? What? 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 Bref, là on vient d'avoir beaucoup d'infos, et je pense que la raison pour laquelle Belle s'énerve du fait de ne pas faire partie de la famille serait qu'elle ait été adoptée par la famille de Paul. On rentre ensuite dans un mode Room Impulse, probablement dû au fait qu'il y ait ce nouveau système de sélection avec la roue en nuances de blanc et rouge, et on voit le joueur entrer dans l'école. Il essaye de déverrouiller le casier mais ça ne marche pas. Il se balade dans l'école abandonnée et semble faire une manip faisant bugger le système de retour automatique au panneau avec cette image, avec Girl. Il fonce sur l'image en question, il la traverse et se retrouve dans cette salle étrange.
Il s'y déplace quelques secondes et un message apparaît. Coucou, désolé de t'avoir fait sortir de la classe. Je sais que tu étais occupé à rattraper. Ne t'inquiète pas, je veux juste parler avec toi. Hey, tu veux jouer à un jeu? Tu peux prendre le jeu que tu veux et on peut y jouer ensemble. Un écran de sélection apparaît où le joueur peut choisir 4 jeux. Pilleur de tombes, checkers, rotation et accident. D'ailleurs, regardez ce logo, voilà, j'ai oublié de vous en parler, mais dans l'entrée de la salle de Toul, voilà, il y a ce truc-là qui est caché dans la pénombre. La raison pour laquelle je vous en ai pas parlé, parce que c'était un détail peut-être en trop et que on sait pas ce que ça veut dire. Le joueur choisit de jouer à Grave Robber, soit pilleur de tombes, qui est présenté comme une sorte de clone de la bataille navale. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu n'es pas venu. J'ai le mauvais nom? Je viens de voir que tu as appelé ta sauvegarde Strange Situation. C'est ton nom? Confirmez s'il vous plaît. Paul met son nom à la place. Il joue. Des textes apparaissent demandant si le joueur est gaucher ou droitier. Puis, oh tu ne sais pas? Avec quelle main écris-tu? Celle-là? C'est ta main gauche, tu es donc gaucher. Les enfants ne devraient pas dire des gros mots. Tu sais pourquoi? Ça ne sonne pas bien, c'est dérangeant. Tu devrais choisir des mots plus appropriés, même quand tu es très énervé. Il continue à jouer. C'est un très gros bobo que tu as sur ton visage. On va t'aider. Ensemble. Tout le monde le fait. Quand tu iras chercher tes chaussures seront là. Quand tu passeras une porte, la porte sera ouverte. Où que tu iras, le sol sera toujours sous tes pieds. Chaque mouvement que tu fais deviendra valide. Tout ce que tu vois deviendra réel. Tout ce que tu dis deviendra vérité. À ce moment, Paul sort du jeu. Une boîte apparaît disant « Tu veux partir? Pourquoi? » « Ah, je ne t'en veux pas. Piège de tombe est vil. C'est un jeu horrible, n'est-ce pas? On peut jouer à autre chose si tu veux. » Paul décide de sortir de l'écran. « C'est pas grave, tu peux y aller. J'espère que tu trouveras ta vraie maison. » Paul descend ensuite les escaliers et arrive ici. Le sous-sol, la cave de l'école. Il se dirige à sa droite, dans cette porte, et le noir remplit l'écran. On arrive ensuite vers la fin de Petscop. Il s'agit de l'avant-dernier épisode, ou même le dernier si on considère l'épisode 24 comme un crédit. Je vais essayer de simplifier les informations, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Car je trouve ce final grandiose. Alors, asseyez-vous correctement, et voilà Petscop 23. Sorti le 2 septembre à minuit, soit le lendemain du précédent épisode, Petscop 23 n'a pas de description. On commence avec un enregistrement démo, commençant par cette image durant le loading screen. Il semblerait que ce soit la tête représentant Marvin, mais cette fois-ci de dos. On est dans l'école et le joueur entre dans un escalier et apparaît ensuite le logo de Garalina. Il arrive en face de ce truc. Je sais pas comment décrire cette chose. Sur cet écran, il y a écrit Petscop Kids, dans le même style que le count, quand on attrape un animal. Le joueur utilise tout le vert sur la statue en forme de cône et obtient 26 pièces, pour obtenir finalement en tout 500 pièces. La lumière s'éteint et les sons s'arrêtent. Le joueur entre ensuite par cette porte et on se trouve en face de cette pièce avec 8 affiches orange. Et un tableau avec ceci écrit « Oui, on voit rien ». Et quand il interagit avec le tableau, tout est censuré. Marvin apparaît et dit « Paul, dans quelle pièce es-tu » Il regarde chacune des affiches qui contiennent tous une version différente de la salle du Burning Monitor, les fameuses Ghost Rooms. Paul cherche celle qui correspond à la sienne. Notre interprétation de Petscop 16 était donc la bonne. Celle disant que l'écran du Burning Monitor était un moyen de surveillance de Paul. Maintenant on sait en tout cas ce qu'il y faisait. Marvin répond en disant « Merci, j'arrive tout de suite. » Quoi? Non, non. Paul arrête de parler. Si vous avez bien compris, il est tout à fait probable que Marvin ait attrapé Paul dans la vraie vie, en lui ayant donné exactement là où il était. Est-ce qu'il s'est fait tuer? Personnellement, je suis persuadé que Paul n'est pas mort quand Marvin s'est dirigé vers sa Ghost Room. Pourquoi? Grâce à cette image cachée dans la vidéo. Quand il regarde l'image 1, cette image apparaît très brièvement. Le message écrit ici est « Push bed against hidden door », ce qui signifie « Pousse le lit contre la porte cachée ». Il
Il s'agit d'un message laissé par Belle, dû au fait qu'on voit que c'est écrit dans le même style que le Tool Rose avec ses modifications de texture. Ce message est pour Paul disant de pousser le lit contre la porte cachée, probablement l'entrée de la Ghost Room. C'est un conseil qui permettrait à Paul de se barricader et d'empêcher Marvin de rentrer. Peut-être donc que Paul a lâché la manette et a essayé de s'enfermer et d'empêcher donc Marvin de rentrer. Arrive ensuite une des scènes les plus belles et tristes de la série. Paul reste bloqué, ne bouge pas. Marvin s'en va et Belle entre. Et lentement écrit « Je suis désolé ». Ce à quoi Paul très lentement répond « À l'aide ». Paul n'est probablement pas mort, mais définitivement s'est fait repérer par Marvin. Paul arrive ensuite sur le tableau et voit que la texture a été changée par Belle. Elle a mis 2 septembre 2019, la date de sortie de cette vidéo en question. Paul ensuite sort de la pièce. Belle a disparu. Il descend les escaliers et se rend vers le casier avec le verrou. Il arrive enfin à l'ouvrir et à l'intérieur, il y a un œuf et une note. La note est dédiée à Tiara Leskovitz, disant « Tu es parti à l'école aujourd'hui. Tu vas me manquer. Je t'aime très fort. Tu me manques tellement quand tu es à l'école pendant la journée. Je t'attendrai quand tu reviendras à la maison. Je serai sur un transat près de la porte en attendant que le bus te dépose. Chaque jour, je suis si heureuse de te voir rentrer à la maison et me dire que tu as appris. J'espère que tout le monde te traite avec amour et respect. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Maman. » Cette note est dédiée à une certaine Tiara Leskovitz, donc un membre de la famille de Paul. On sait que Belle a presque été reborn en tant que Tiara. Ma théorie serait que Belle serait le nom qu'elle avait avant son adoption, et que Tiara est le nom que la famille lui a donné après l'adoption. Enfin, Paul quitte le casier, laissant l'œuf seul ici. Paul va ensuite dans la cave de l'école et prend l'autre porte. Il se trouve en face de ça, et à côté, il y a les mêmes crayons qu'il y avait dans la chambre de Kerr dans la librairie d'enfants. L'objet en face dit « Tu trouveras la machine juste devant, c'est la seule entrée ou sortie. Tu passeras par cette pièce à nouveau quand tu sortiras. Garde ça en tête, tout ce qu'il y a ici, ton bébé le verra. » Paul déplace les crayons vers la droite. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets ici. Une sorte de seau, apparemment une sorte de canette de Play-Doh. Ce truc, bon, en réalité, c'est apparemment un schéma de l'école fait en Lego. Il y a également un cône en haut à gauche. Au milieu, il y a un trou, probablement celui d'une tombe. Paul pousse les objets dans le trou. On découvre un nouvel objet d'ailleurs, cette photo qui était à gauche d'un mur. Paul met les crayons dans le trou, puis la photo. Il hésite vraiment beaucoup pour la photo. Peut-être que c'est une photo de lui enfant, on ne sait pas. Une fois fait, la porte s'ouvre. Paul possède maintenant Kerr B. Sa description décrit probablement la découverte de Anna ou de Rainer quand ils retrouvent Kerr dans l'école. Kerr B est terrifié et frappe à la porte. Je l'ouvre. C'est tellement sombre que je ne la vois même pas. Donc je la sors d'ici et la lumière frappe son visage. Et ils ne veulent même plus me donner ne serait-ce qu'une photo d'elle maintenant. Ils sont tous dispersés dans des tombes. Et je suis une merde. Et voilà. Paul sort de la pièce, se rend dans une nouvelle pièce qui s'est ouverte. Une salle rouge où se tient Belle et Marvin. Paul utilise le Green Tool sur son visage. À gauche de la machine, là où se tient Belle, on voit des pièces flotter. Ensuite, Paul s'approche, utilise le Green Tool sur la machine. Et on voit que de son côté, les pièces se rajoutent également, indiquant que maintenant il y a 1000 pièces dans la machine, ce qui avait été annoncé comme la demande de Marvin. Marvin lui demande de mettre le bébé dans la machine. Il met Kerr B dedans et Kerr B est enfin parti. Marvin dit « Il est temps de jouer ». Serions-nous en face d'une séance de rebirthing ? Paul commence la mélodie du Septuor de Stravinsky. Mais soudain, il arrête. Les sous-titres l'appellent la mélodie de Paul. Ce n'est plus la mélodie de Kerr. Marvin demande à Paul d'arrêter au plus vite, mais Paul continue sans se soucier de Marvin. On est en face d'une affirmation de personnalité de la part de Paul, qui refuse de se soumettre.
Paul reprend Kerr-B dans la machine qui est maintenant un œuf jaune et orange, soit les couleurs de Kerr et des Ghost Rooms, je sais pas. Et la description de l'œuf est une portion de la description de Amber, c'est tout, indiquant probablement qu'il a glitché. Mais vous allez me dire à quoi correspond l'autre œuf? Eh bien regardez, la position de l'œuf dans l'écran animal est la même que celle de la position vide qui apparemment était destinée pour Belle, indiquant probablement que l'autre œuf est également destiné à aller ici. Cet œuf là représente Kerr et Paul, et l'autre œuf représente Belle et Tiara. Paul sort de la pièce, remonte les escaliers, se rend vers le casier, met l'œuf dedans, auprès de l'autre œuf, et referme le casier. Il sort de l'école, va devant le bain, et soudain, le jour se lève. Comme conclusion de Petscop, il est très difficile de déterminer ce qu'il se passe dans cet épisode. Voilà ce que je pense. L'œuf jaune et rouge est en fait un mélange de la couleur de Paul et de la couleur de Kerr, tandis que l'œuf bleu et violet serait apparemment, selon ce qu'on avait expliqué juste avant, un vestige de la tentative de rebirthing de Belle en Tiara, un moment où elle était mi-Belle, mi-Tiara. Ce que fait Paul dans cette vidéo, c'est enfin faire fuir Marvin, et mettre le passé derrière lui. C'est faire un gros fuck à cette famille qui a voulu le rebirther plusieurs fois. C'est une conclusion parfaite à cette série. Mais avant de vous expliquer pourquoi cette conclusion, je la trouve incroyable, je vais d'abord traiter des deux vidéos qui restent, Petscop 24 et la soundtrack de Petscop, avant de faire la théorie finale de ce que je pense de Petscop, et de redonner un œil critique à cette série incroyable. Petscop 24 est la dernière vidéo de Petscop. Elle montre le contenu de l'endroit du menu que personne ne pouvait ouvrir avant. Il s'agit du livre des noms de bébés. Ils sont nommés les Petscop Kids, et ensuite apparaît une série de noms d'enfants avec un adjectif qui leur est attribué. C'est, je crois, tous des enfants qu'il y avait dans les enregistrements du panel développeur. Belle, par exemple, est nommée comme intelligente. Carrie est nommée comme nauséeuse, ce qui est une référence avec le moment où on l'avait décrite en train de tourner sur elle-même de manière frénétique. Mike est montré comme un peintre. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça va nous expliquer une petite portion, un minuscule truc, et une petite théorie que je trouve stylée. Mike serait montré comme un peintre, comme Tonef. Et oui, Tonef et Mike seraient donc extrêmement liés. Et si on se souvient de certains trucs, notamment dans la description de Renef, eh bien il semblerait que la cause de la mort de Mike serait un accident de voiture. Je la trouve stylée cette théorie. Il y a également une dérivation qui explique que le message de la note, la passage où il y a l'explication du Shadow Monster Man, serait apparemment écrite par Mike lui-même, et que la raison pour laquelle Paul se fait écraser par la voiture de Marvin juste après être passé en mode Shadow Monster Man serait une explication de ce qu'a fait Marvin. Stylé, non? Mais enfin. Mais dans cette liste de noms de bébés, on a aussi beaucoup de noms qu'on ne connaît pas, genre Wells ou Tony. Bon, en fait, si, on sait qui est Tony, mais on en reparlera après. Hein. C'est un petit truc qu'on mettra à la fin. Ça se finit par un « merci d'avoir testé », impliquant donc, comme on l'avait dit, que les Petscop Kids sont les testeurs du jeu. Et ensuite apparaît ce texte. Et maintenant, un message de Madame Mark, qui travaille très dur au moment où nous parlons. « Coucou Michael, considère ça comme ta carte d'anniversaire. Désolé, je ne peux pas mettre de l'argent dedans. Quand j'ai appris combien d'enfants sont venus à la fête, j'étais impressionné. Remercie ton grand frère pour t'avoir laissé, toi et tes amis, jouer à des jeux toute la journée et pour t'avoir rendu si populaire. Aussi, remercie ton autre tante pour avoir rendu tout ça possible. Si tu la vois, enfin, pas tout le monde le peut. Enfin bref, tu as 7 ans. Je suis si désolé de ne pas pouvoir être là. J'espère que mon cadeau fera l'affaire. C'est celui dans la boîte noire. Carrie m'a aidé à le prendre. Remercie-la. Ouvrir des cadeaux est tellement amusant. Plein de petits mystères et tous seront résolus. Si cathartique. Enfin bref, j'espère que tu t'amuses. À la prochaine. Je t'aime. Ta tante Anna. PS. Peu importe ce que tu fais, s'il te plaît, ne secoue pas la boîte. Ok, qu'est-ce qu'on apprend ici? En fait, un peu de trucs. D'abord, la fin semble indiquer que le cadeau serait un animal, peut-être donc le chien mentionné dans la description de Tonef. Et c'est donc peut-être pour ça qu'il serait lié à Mike.
Et enfin, la dernière vidéo de Petscop. C'est la soundtrack de Petscop, voilà. Donc déjà, elle est plutôt de qualité, hein, franchement une super ambiance, etc. Et elle présente tout ce qu'on peut entendre à part un morceau non utilisé qui s'appelle Bathroom Tune. C'est cette portion qui renforce l'idée que Rainer se serait suicidé dans la salle de bain de la maison, quand il a redonné le jeu à la famille. Parce qu'il y aurait apparemment une tombe dans une salle de bain. Mais le plus important dans cette vidéo, c'est la fin, qui contient une portion secrète. Paul se dirige vers Belle. Belle dit « Il y a Lina ». Elle écrit Lina, mais Boss apparaît à la place. « Il y a Lina qui attend son fils. Paul, tu te souviens de ta naissance ? Passé en contrebande, roulant vers ta nouvelle maison. Lina dans le siège conducteur, moi à l'arrière. Je ne pouvais pas attendre d'être ton ami. » Paul répond « Famille », pour la corriger. Elle répond « On peut investiguer ça ensemble », comme Paul lui avait dit dans l'épisode 2. Ensuite, Belle et Paul rejoignent cette chose, qui est en fait une version plus grande de Lina. Ok. Cette fin, je la trouve magnifique. Je vais vous avouer que j'ai du mal à comprendre, mais la simplicité de la chose et la beauté simple du dialogue me touchent énormément. Alors, Lina est vivante ? Alors, on sait pas trop. Beaucoup de gens pensent que Lina grande représente Anna, car Anna est la sœur de Lina, ou alors Lina n'est jamais morte, ou... Vous savez... Pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Cette scène est magnifique. Ça raconte les premiers jours d'adoption de Belle, impatiente de devenir amie avec Paul. Ce que Paul rétorque en lui disant que pour lui, maintenant, elle n'est plus une simple amie, mais elle est de sa famille. Ce qui est magnifique après un rebirthing qui a fait rejeter Belle du reste de la famille. Car Lina est la sœur de Anna, et que du coup, leur lien de famille les rend similaires. Si Paul s'appelle Paul Leskovitz et pas Paul Mark, c'est bel et bien parce que Anna a pris son indépendance, et qu'elle l'a pris sous son aile, en se faisant appeler Anna Leskovitz. Je sais qu'il y a des interprétations plus sinistres de ce passage, comme l'idée que le jeu entier soit un processus de rebirthing, et que la fin serait la preuve qu'elle aurait marché sur Belle et Paul, mais moi justement, je pense que le jeu en effet était un processus de rebirthing, mais que le fait que Paul ait pris son indépendance à la fin montre que justement ça n'a pas marché. Je sais pas, je veux pas résoudre Petscop comme ça, car on ne peut pas résoudre Petscop. En effet, Petscop est une série qui volontairement a décidé de s'arrêter avec encore beaucoup de questions en suspens, et finalement très peu de réponses ont été données. Ce choix l'a rendu au passage légendaire, tant de nombreuses questions restantes vont perdurer. Personne ne peut résoudre Petscop, mis à part une personne, son créateur. Vous savez, dans Petscop 24, j'avais volontairement pointé du doigt un personnage dans la liste des crédits qui s'appelle Tony. En fait, c'est un easter egg. Tony est le créateur du jeu. Il est connu sous ce nom uniquement. Il s'est révélé sur Twitter quelques jours avant la sortie de la soundtrack de Petscop. On en parlera un peu plus à la fin, mais Tony a réalisé selon moi ce qui devrait être une des œuvres les plus importantes d'Internet durant cette décennie. Je pense que le fait qu'à la fin rien ne soit vraiment décisif est un indice quant au fait qu'on ne peut pas comprendre, même en autant de temps de série, l'histoire de toute une famille, toute une histoire familiale. Je pense que c'est un des messages en particulier dans Petscop. Qui sommes-nous pour dire « je te connais » alors que nous n'avons pas vécu tout ça? Au-delà de ça, je suis persuadé intérieurement que Petscop est une série qui cherche à créer le squelette d'une histoire sur lequel vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, pour en faire finalement à chacun une œuvre personnelle. Tony l'a dit dans un tweet, mais il a une vision globale de l'histoire, mais pour lui elle n'est pas importante. Celle qui est importante, c'est celle que vous vous ferez en analysant vous-même la série et en retrouvant des thèmes qui vous sont chers. Parce que finalement, il y a énormément de thèmes qui sont traités dans Petscop, et des thèmes importants, et surtout des thèmes plutôt universels. La négligence, l'impression que sa famille est quelque chose de mal, etc. Et la solitude. Néanmoins, si j'ai essayé de vous dresser un squelette de l'histoire, je vais vous dire ce que je pense être l'histoire de Petscop. Si on cherche un peu, on pourra trouver des tonnes et des tonnes d'incohérences, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est ce qui est raconté dans cette histoire. Tout commence en 1977. Ce jour-là, Marvin Mark, Lina Leskovitz et sa sœur Anna vont ensemble vers le moulin à vent. Ici, Lina meurt. Alors je ne sais pas de quelle manière, mais je suppose qu'il y a deux théories. Soit Marvin et ou Anna l'auraient un peu terrorisée, ce qui fait qu'elle aurait fui et serait finie écrasée par une voiture, ou alors juste une disparition, ou à la limite, comme il s'agit d'un modèle de moulin avec broyeur, elle se serait fait écraser dans le mécanisme. Effrayée, Marvin et Anna
l'enterreront et s'en iront, tous remplis de tristesse et d'énorme culpabilité, persuadés qu'il ne faut pas en dire aux adultes autour, sous peine de recevoir une punition très grave. La disparition du moulin serait donc due au fait que Lina serait entrée dans le mécanisme et aurait du coup complètement pété le système du moulin. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Marvin sait très bien qu'il est responsable, mais commence une procédure de déni monstrueuse et essaye au maximum de ne pas se faire choper, ce qui crée une culpabilité et un grand traumatisme à l'intérieur de lui. Ce traumatisme et ce déni va commencer à monter comme une sorte d'obsession malsaine pour le fait de ramener Lina à la vie. Il commence à s'intéresser à des pseudosciences, des sciences expérimentales, notamment la théorie du rebirthing. Cette obsession malsaine pour ramener Lina à la vie commence par son mariage avec Anna, la sœur de Lina. Il espère donc avoir une fille avec Anna qui pourra faire renaître en Lina. En même temps que tout ça, 3 personnes naissent. Un certain Mike de la famille Hammond. Je pense que Jill est un membre de la famille de Marvin et que son union avec Thomas a réalisé Daniel et Mike. Le premier à naître sera Daniel et ensuite il y aura Mike en 1988. Également dans la foulée, on ne sait pas trop quand, une certaine Belle naît. Et en 1992, Paul naît. Il est le fils de Marvin et Anna. Ces 3 personnes ont un point commun, ils iront tous à la même école, celle où, entre autres, Marvin enseigne la musique. Mais lorsque Paul naît, Marvin est détruit d'entendre que son enfant n'est pas une fille et commence un processus de rebirthing sur son fils en secret pour faire renaître Lina en lui. Ça commence doucement. Marvin lui enlève ses sourcils pour qu'il ressemble à Lina et commence à lui faire croire qu'il est en fait une fille nommée Carrie. En même temps, il essaye la même chose, peut-être pour s'entraîner, avec 2 personnes qui vont à son école. Il essaye avec Belle, qui s'était fait remarquer en étant le testeur le plus prometteur de Petscop, le jeu vidéo que Daniel réalise pour son frère notamment, et il essaye de faire la même chose avec Mike, sauf que les 2 échouent. Et notamment, l'échec de Mike échoue tellement violemment que ça résulte en sa mort. On ne sait pas si c'est une mort que Marvin a provoquée pour être sûr qu'il n'aille pas dire de la merde à des adultes, ou si littéralement les expérimentations de Marvin auraient tué Mike. Un truc est sûr, Daniel, qui commence à signer ses jeux du pseudonyme Rainer, est vraiment remonté contre Marvin, parce qu'il commence à comprendre que Marvin n'y est pas pour rien, dans la mort de son frère notamment. Et il commence donc à pervertir le jeu qu'il avait à la base créé pour son petit frère, dans l'objectif d'en faire un jeu qui cherche à dénoncer Marvin et à le faire culpabiliser. Pendant ce temps-là, au fur et à mesure des années, la relation entre Anna et Marvin se détériore. D'abord, l'école dans laquelle Marvin enseigne ferme. Et également, Anna commence à se rendre compte que le comportement de son mari est très étrange, notamment en lien avec leur fils Paul. La réaction d'Anna est très rapide. Elle vire Marvin de la maison et commence une procédure de divorce avec une garde de l'enfant. Marvin, viré de la maison, se réfugie dans son ancienne école abandonnée et commence à y vivre. Néanmoins, Marvin n'a pas abandonné son rebirthing de Paul et se décide à un moment, complètement en train de péter un câble, de le kidnapper et de l'enfermer dans la cave de son école abandonnée où il le torture et l'abat psychologiquement du 5 juin 1997 au 10 novembre 1997. La torture psychologique consiste à lui dire que son visage de garçon est une difformité à côté de la réalité, celle qu'il veut lui imposer. Il essaye de le persuader qu'il s'appelle Carrie et qu'il devrait renaître en ce nom. À ce moment-là, Paul souffre et lentement, le sentiment que personne ne l'aime et qu'il est une erreur commence à grandir en lui. Là, je ne sais pas trop comment interpréter ce qui va se passer. Car soit il s'enfuit le 10 novembre 1997 et pendant 2 jours cherche sa maison en pleurant, soit Anna, avec ou sans Rainer, arrive à le faire sortir et l'amène en contrebande dans la voiture avec la très récemment adoptée Belle, qui a été adoptée suite aux dégâts mentaux causés par Marvin. Un truc est sûr, le 12 novembre, il est de retour chez lui pour son anniversaire, et le 25 décembre, Rainer vient et donne Petscop à la famille de Paul. 3 ans plus tard, il reviendra à la maison avec des enregistrements du jeu Petscop qu'il donne à la famille. Détruit par la culpabilité, la tristesse et la haine envers cette famille dysfonctionnelle, pendant que les gens regardent les enregistrements dans le salon, il se suicide dans la salle de bain. À ce moment-là, Petscop retourne dans les mains de la famille de Paul. Paul, ayant été abusé par Marvin quand il n'avait que 5 ans, finit par oublier par mémoire traumatique ces événements. Sa mère lentement retrouve son nom de jeune fille, Leskovitz, et Paul le prend également. C'est tellement radical comme changement dans son environnement qu'il commence à tout simplement oublier Marvin, oublier Carrie, oublier Care. Il oublie tous ces détails qui ont forgé
sa vie. Il l'oublie tellement que lorsqu'on lui mentionne Carrie plus tard dans la série, il dira qu'il pense que quand il était jeune, c'était une fille qui existait, mais qu'il ne l'avait jamais rencontrée. Normal, parce que c'est la seule, la même et unique personne. Belle, une fois adoptée d'ailleurs, est renommée Tiara, mais reste appelée Belle par des membres de la famille, du côté notamment de Mark. En 2004, Anna reçoit une copie du jeu et la garde avec elle. Ensuite, ce qui se passe, je ne sais pas. Mais je pense qu'une partie de la famille, notamment la partie du côté Marvin, c'est-à-dire notamment avec Jill, commence à l'utiliser comme un outil de rebirthing, en pervertissant le jeu qu'avait réalisé Rainer. En 2017, Paul dépoussière le jeu. À ce moment, il y a toujours des traces de traumatisme. Les souvenirs vagues se sont déformés. En dépoussiérant le jeu, les gens se rendent compte qu'il va découvrir des choses graves cachées dans le jeu, notamment qui est Carrie, ce qui lui est arrivé. Et donc du coup, à ce moment-là, la famille du côté Marvin et notamment Jill commence à flipper un bon coup. En effet, au milieu de ces tests du jeu, la famille éloignée liée à Marvin le contacte et l'enferme dans une pièce, la fameuse Ghost Room, pour finir le rebirthing de Paul, pour le remettre au sein de la famille de Marvin. Et là vous allez me dire, mais pourquoi Anna n'avait pas appelé la police sur Marvin? Je vous rappelle que dans cette histoire, il y a une certaine Lina qui a été insérée à un moment. Et Anna était présente lors de la mort de Lina. Je pense qu'elle n'a pas envie de s'intéresser à la police, sachant qu'elle risque d'être jugée pour un meurtre qu'elle a effectué quand elle était gosse. Paul est enfermé dans la Ghost Room pendant très longtemps. Malgré des tentatives de s'échapper, il n'y arrive pas et finit par se résigner à la tentative de Marvin de le rebirth en Lina. Mais en réalité, toujours en contact avec Belle, ce qu'il va essayer de faire, c'est de se rebeller contre Marvin et arriver à s'en sortir. Il arrive finalement à se sortir du jeu et à se sortir de cette tentative de rebirthing avec Belle. Mais la différence ici, c'est que maintenant Paul sait d'où il vient. Et il se rend compte que sa famille est une famille bel et bien dysfonctionnelle. Et que finalement, la seule personne qui dans toute cette histoire était réellement une bonne personne, se rapprochant le plus de ce que serait un membre de la famille, était ironiquement la seule personne qui n'était pas vraiment de sa famille. Belle. Finalement, il considère enfin Belle comme membre de sa famille. Ils décident qu'ensemble, peuvent investiguer enfin tout ça, et lentement, ramener un sens de justice dans cette famille détruite. Qu'est-ce que c'était donc que ces œufs dans le casier? Selon moi, ils représentent le passé dur et traumatique. L'un étant lié à Tiara, le signe du trauma de Belle, et l'autre étant lié à Kerr, le signe de tout le passé affreux de Paul. Les laisser dans l'école abandonnée, c'est dire adieu à ce passé terrifiant et enfin aller de l'avant. Dire adieu à tout ce que Marvin a été et tout ce qui est lié à Marvin. Laisser les délires manipulateurs de Marvin cherchant à recréer ses enfants et enfin être Paul et Belle, pas Kerr et Tiara. Voilà, je pense que Petscop parle de ça. Petscop parle d'identité, d'entourage et de famille. Est-ce que mon interprétation est parfaite? Non, vraiment pas. Quand j'ai voulu commencer la réalisation de cette vidéo, je me suis dit que j'allais m'affranchir de toute vidéo théorie sur la série. Pourquoi? Parce que sans analyser déjà à l'époque, quand Petscop avait commencé, j'avais l'impression que ça allait être une histoire qui avait énormément de détails qui n'étaient pas nécessairement compréhensibles à tout le monde, et que l'objectif était d'y voir ce que l'on voulait, un peu comme Don't Hug Me I'm Scared a pu l'être un peu plus tôt. Les seules choses que je me suis autorisé à choisir pour réaliser cette vidéo, c'est quelques théories sur le subreddit Petscop, parce qu'elles sont courtes, toutes les trouvailles également de ce subreddit, et aussi le Petscop Comprehensive Document, qui me permettait donc d'avoir toutes les informations d'observation possibles, c'est-à-dire pour ne rien louper des détails cachés au fur et à mesure dans la série. Et alors que je me baladais sur le subreddit pour regarder un peu des théories, j'ai remarqué que, autour de la fin de Petscop dans le temps, énormément de discussions ont commencé autour du fait que, même si les gens n'avaient pas forcément tout compris, et même certains rien compris, Petscop était une œuvre qui avait énormément résonné avec eux, que la fin les avait émus, et surtout que c'était une œuvre qui les avait aidés dans des périodes très difficiles. Et pour moi, c'est complètement compréhensible. Petscop est un monument de web-série. La manière de transmettre des émotions réalisées par Tony, le créateur de Petscop, est incroyable. La beauté simple d'images fixes, de personnages, le fait qu'on n'ait qu'un seul point de vue à chaque fois dans les discussions, qu'on n'ait que le point de vue du jeu vidéo, qu'on n'ait que l'audio, qu'on n'ait pas de vidéo, qu'on ne sache pas à quoi ressemble Paul, fait qu'on s'identifie à toutes les situations et que tout ce qui est caché marche tellement mieux que tout ce qui est dévoilé. Libre est au joueur de comprendre toutes les métaphores comme bon lui semble, car Petscop est la création d'un squelette sur lequel vous mettez ce que vous souhaitez, et notamment ce qui vous est le plus cher.
Quand j'ai terminé l'écriture et le début du montage de la première partie, j'ai commencé à un tout petit peu regarder les théories qu'il y avait ici et là. Je n'avais pas regardé les vidéos de Pyrocynical, les vidéos de Captain Hype, les vidéos de Game Theory, les vidéos de Nightmine, de Nightmare Masterclass, et j'ai trouvé ça extrêmement important de voir des points de vue différents finalement. Maintenant que j'ai terminé un peu le montage, j'ai commencé un peu à regarder ce qui s'était fait, et en effet, Captain Hype c'est super cool, voilà, il fait des très bonnes vidéos. Et en effet, les théories de MatPat de Game Theory sont nulles à chier. Je me rends compte finalement que la vision de chacun des viewers de Petscope est franchement riche en général, sauf lorsque on ne prend pas en compte les observations les plus simples du jeu. Il y a énormément de théories différentes, notamment celles qui disent que la fin montre l'inverse, que Paul aurait finalement réussi à être rebirthé. Il y en a d'autres qui sont partis dans un sens qui n'a rien à voir et qui parlent de Petscope comme une œuvre parlant de transidentité. Et franchement ça marche aussi. Moi j'ai mis ce qui était cher à moi, parce que la question de la famille, de la mort, du deuil, de la culpabilité, tout ça pour moi c'est des trucs qui me sont chers, des trucs qui me touchent, et Petscope m'a eu. Petscope m'a attrapé par la gorge. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, ce qui m'a demandé un travail complètement taré, je pensais qu'à la fin je n'en pourrais plus de Petscope. Et pourtant j'ai encore envie de découvrir, encore envie de plonger à l'intérieur de cette série. Parce qu'il y aura des choses que je sais très bien qu'on ne pourra jamais les comprendre. Je pense que Tony a volontairement mis des choses que lui seul pouvait comprendre dans un objectif purement artistique. Expliquer que même si vous cherchez partout, il y a des choses que vous ne comprendrez pas parce que vous n'étiez pas là. Tony a créé une œuvre incroyable qui se base sur une nouvelle manière de raconter des histoires qui n'avaient été vues nulle part dans des web-séries. On m'a demandé une fois d'utiliser cette vidéo pour expliquer que c'est trop cool les ARG, etc. Sauf que Petscope n'est pas un ARG. Ça n'a rien à voir avec un ARG. Il n'y a jamais eu la moindre interaction avec un public. Il n'y a eu que la chaîne YouTube et rien d'autre. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on avait l'impression d'être vraiment à fond dedans? C'était juste parce que c'était bien raconté. Et ouais, je serais ultra chaud que des gens racontent des histoires de la même manière que Petscope, en se foutant complètement que les gens comprennent ou pas, mais en donnant juste des images qui ont plein de sens. En ce moment, je vous le cache pas, je suis en train de bosser sur un jeu vidéo dans la même idée que Petscope, parce que j'ai envie de voir ce que Petscope pourrait être si on rajoutait la possibilité aux viewers de pouvoir jouer au jeu, quoi. Et je me rends compte au fur et à mesure à quel point ça a dû être dur pour Tony d'accomplir un tel tour de force. Et je pense que les gens qui ont été déçus par la fin de Petscope n'ont pas compris la puissance évocatrice des images qui sont présentées dans les dernières parties de Petscope. Et je vais pas vous le cacher, hein, j'ai été ému par cette fin. Cette fin qui a été réalisée dans le silence complet. Merci Tony. Merci d'avoir créé des images aussi évocatrices et d'avoir fait une des plus belles contributions au nouveau potentiel de narration artistique sur Internet. Petscope a résonné en moi comme Marble Hornets avait pu le faire à l'époque. Et c'est dire énormément de choses. Et je pense que ce qui est vraiment beau avec tout ça, c'est que dans les deux cas, ça n'a demandé 0. Pourquoi pas vous?